si vous faites un seul type de business, votre espérance de vie, généralement, elle est de 5 à 10 ans maximum. Ça, c'est Gabriel Dubois, un dropshipper multimillionnaire avec plus de 10 ans d'expérience. Dès l'âge de ses 13 ans, il avait déjà un site e-commerce avec des Pokémon. À l'heure d'aujourd'hui, il a généré bien plus de 200 millions de chiffres d'affaires en e-commerce. C'est l'un des seuls francophones à avoir obtenu le trophée ClickFunnels avec les 20 millions en e-commerce et non en formation comme tous les autres. Découvrez aujourd'hui le dinosaure du dropshipping. Pour que les gens sachent un peu quel extraterrestre tu es, tu peux nous parler un peu du niveau chiffre? On fait 20 millions par an. Vous connaissez? Ça me dit quelque chose. On a signé un deal, ils ont pris tous nos sites de drop pour le Black Friday. Ils vont mettre tous nos sites en avant. Et le mois prochain, on signe un deal avec... Waouh, par rapport à Facebook Ads, maintenant moi c'est que du broad et en fait mes angles marketing ça va être... J'ai un bon tips, en tout cas dans le fashion. Moi, je fais pas mal de fashion. Nico l'a payé cette information-là, elle l'a payé cher, donc ce qu'on vous balance là. Comme quoi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Bienvenue à tous dans le deuxième podcast Master. Le podcast, c'est qu'on va parler d'e-com, c'est qu'on va lâcher toutes les valeurs que les autres ils vous donnent pas. On est en présence de Nico, de Gabor. Je l'appelle Vince, mais il veut qu'on l'appelle Gabor. Et d'un invité spécial, aujourd'hui, on a Gabriel, un monstre du e-com. Il fait de l'e-com depuis 9 ans. C'est ça. Donc, bienvenue Gabriel. Oui, donc, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je m'appelle Gabriel, sur les réseaux Gabriel DXB, donc voilà, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de l'e-com maintenant depuis 2015. Dans le dropshipping, j'ai été confirmé par Google que j'étais le plus gros dropshipper maintenant depuis quasiment 10 ans sur le marché. Et donc, je suis spécialisé en drop et en Google Ads, au niveau advertisement. Excellent. Et toi, Gabriel, comment est-ce que tu as découvert l'e-commerce? À quel moment tu t'es dit c'est le dropshipping que tu veux faire comme business model et pas un autre? Et pourquoi aussi tu en fais toujours maintenant? Ok, alors c'est 2 questions en une. Donc, je vais répondre step by step. Alors, moi, j'ai pas commencé avec du dropshipping. Moi, j'ai commencé avec une agence de publicité, donc avant de faire du drop. Donc, moi, j'étais ce qu'on appelle un intermédiaire entre la personne qui avait un site web et une personne qui voulait faire de la pub. Je te donne un exemple. Coca-Cola vient me trouver. Coca-Cola me dit, voilà, je veux faire de la publicité sur des sites de football. Quels sont les sites de football que tu as en portefeuille et est-ce que tu peux me les donner? Je lui dis, bon voilà, admettons, j'ai ce site-là. Je lui donne. Il me dit les pubs qu'il veut mettre. Moi, je contacte les sites, on met les pubs et je prends une com. Donc moi, à la base, j'étais une agence de pub. Je n'étais pas un dropshipper. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous faites un seul type de business dans l'Internet, votre espérance de vie, généralement, elle est de 5 à 10 ans maximum. Ça, c'est très important parce que le web, ça bouge très vite. Donc, l'intérêt, et c'est l'avantage que j'ai, c'est que j'ai toujours eu mon associé Maxime, donc, qui est avec moi depuis le début, qui a toujours dit, voilà, on a un business qui tourne, l'agence de pub, mais on a toujours besoin de faire de la recherche et développement. La recherche et développement est partie comment? C'est qu'on a un de nos meilleurs amis, donc je te parle de ça, c'était en 2015, donc c'était il y a 9 ans. Donc il faut retourner vraiment dans les bases. Et l'un de nos meilleurs amis qui habitait au Canada a été trouvé Maxime, il a dit, écoute Max, j'ai une nouvelle tuerie qui vient d'arriver aux États-Unis, ça s'appelle du dropshipping, vous faites un site en Shopify en 24 heures, vous mettez 10 produits dans votre boutique, vous faites du Facebook Ads, vous trouvez vos produits sur AliExpress et c'est le fournisseur AliExpress qui vous livre chez vous et dès demain, tu fais du cash. Max, il a dit, non, c'est quoi cette folie? Parce que faut quand même avouer, le drop, c'est quand même un business que tu peux lancer très vite. Comparé à d'autres business comme les agences de pub ou faire des sites internet où tu veux monétiser, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Max? Et il a dit avec notre ami John du Canada, il a fait, OK, tu sais quoi, on va bosser de nuit parce qu'il y a un time zone, la différence d'heure qui est quand même assez entre les Canada et la Belgique, qui est assez énorme. Et Max, il a fait, OK, on va lancer un site en une nuit. À ce moment-là, c'était des micro-tondeuses. C'est vraiment l'un des premiers produits en drop. Et on a lancé des micro-tondeuses. On a fait une petite page de copywriting. On a trouvé vite des images sur AliExpress. Max les a mis sur un site internet. On les a balancées. Il a mis pour 100 € de Facebook Ads. Et le lendemain, il s'est élevé. Il avait fait pour 1 500 € de chiffre d'affaires en se levant. Un site en 24 heures. Il m'en a parlé. Il m'a dit, Gab, je pense que là, on a la nouvelle pépite. L'agence de pub fonctionnait bien. C'est pas ça. On n'était pas obligé d'arrêter l'agence, loin de là. Mais on avait toujours cette optique d'avoir un deuxième site, un deuxième projet qui tournait. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce moment-là? C'est que Max, il est parti dans le drop directement, direct. Moi, j'ai continué l'agence de pub. Et peu importe le projet que tu lances, il te faut toujours un temps d'adaptation pour que ça marche. Parce que je t'avais dit qu'on avait fait 1 500 €. Alors, au début, tu ne réfléchis pas.
Tu dis 1500 €, mais tu as la pub, tu as le produit à expédier, tu as les frais Shopify, tu as les retours, tu dois commencer à engager des équipes pour répondre aux clients, etc. Et je me souviendrai toujours, la première année en drop, on a fait 1 million donc de chiffre d'affaires, bénéfice. Quelle année? 2015. C'est un plutôt bon départ. Ouais, 1 million de chiffre d'affaires, bénéfice, tu sais combien? Zéro. Et c'est là qu'on a compris que oui, il y avait du potentiel, mais c'est pas parce que tu fais beaucoup en chiffre d'affaires que tu fais beaucoup en bénéfice. Donc c'est vraiment parti de là. L'agence de pub a fonctionné toujours. Le drop est arrivé en 2015, on n'a rien fait en bénéfice, mais on était dedans. Et ce qui a vraiment cartonné pour nous, c'est que notre agence de pub est morte 3 ans après, en 2018. Parce que les règles de pub avaient changé, mais on était devenu déjà très très fort en drop à ce moment-là. Et ça nous a permis de switcher de business, d'être fort en 2018 en dropshipping. Excellent. Et là, l'exemple des 100 qui se sont transformés en 1500, c'était sur quel marché? C'était tous les marchés? France? Oui, bien sûr. Première Nous, année, full France. et Full après France, aussi. même encore à l'heure Ok. actuelle, 80% de notre chiffre d'affaires est en France. Donc, Excellent. Donc vous avez commencé l'e-com en 2015. Ouais. Vous faites encore de l'e-com aujourd'hui. bien sûr. Et c'est ça qu'on adore, c'est ces types de personnes-là qui sont des dinosaures avec énormément d'expérience chez lesquels on veut apprendre et on va apprendre. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de gens avec qui je discute. Alors moi, tu dois savoir, j'adore l'e-com. Pour moi, un e-com, c'est comme gérer un site internet comme avant, une agence de pub. C'est toujours innover, comment tenir face au plus gros. Quand j'avais une agence internet de pub, c'était Google AdSense qui était mon concurrent. À l'époque, ça s'appelait Improve Digital, qui était l'ancien Microsoft Ads. Donc c'était à l'époque. Donc mes concurrents étaient déjà des multinationales. Quand tu pars en drop, c'est quoi tes concurrents? C'est Amazon, c'est Rakuten, c'est Temu. C'est pas vraiment les autres dropshippers du coin. Et donc, en fait, moi, ça a toujours été de se dire, OK, les gros, il faut autant. Comment toi, tu peux te faire une place sur le marché tout en gagnant bien ta vie? Parce que s'il y a des gros dans le secteur, ça veut dire que c'est rentable. À partir du moment où tu vas dans un secteur où il n'y a pas de gros, ça veut dire que le potentiel de marché est beaucoup plus petit. Bon, OK, il y a peut-être des nouvelles innovations qui arrivent, comme l'IA, qui n'est plus maintenant une nouvelle innovation, où là, il n'y avait pas encore les gros, quoique maintenant, les gros, ils sont arrivés. Mais donc, ça veut dire que si les gros arrivent, il y a de l'argent à faire. Si toi, tu arrives à tenir d'une certaine façon contre les gros, tu fais des millions et donc tu vis bien. Donc moi, ça a toujours été la façon de fonctionner. Et c'est pour ça que quand on me dit le drop, c'est un tremplin pour commencer de faire un autre business, va dire ça à Amazon. Va dire ça à Amazon, va dire ça à Temu, va dire ça à AliExpress, c'est un tremplin. Non, c'est pas un tremplin. C'est pas un truc, c'est pas un business qui est plus mauvais qu'un autre. Quand tu vas chez Carrefour, il y a combien de produits de drop chez Carrefour? Plein. Donc, c'est pour ça que pour moi, le drop, c'est un business qui est tout à fait rentable quand il est bien fait, mais qui est aussi un business qui est respectable. Et ça, les gens l'oublient beaucoup. Et qui peut rendre riche, très riche. Bien sûr. Moi, j'ai souvent tendance à dire ça aux gens, c'est que des fois, ils jugent le dropshipping, mais en vrai de vrai, quand on va dans les grandes surfaces, la plupart des produits, c'est du dropshipping. Et je ne comprends pas pour quelles raisons, eux, ils auraient le droit de le faire, et nous, en fait, on n'aurait pas le droit de le faire, si tout est fait bien. C'est ça. Moi, il y a un truc, c'est une mentalité qu'il y a dans l'univers francophone que je vois pas dans l'univers américain, c'est que les Français, ils ont l'impression que le drop, c'est un passage et qu'ensuite, après, ils peuvent faire d'autres business. Donc ça le génère du cash flow, c'est bien, ils apprennent le business, puis après, ils font autre chose. Je vais te dire pourquoi. Ah. Excuse-moi. Vas-y, je vais te vas-y, dire avec pourquoi. plaisir. Parce que beaucoup de gens veulent faire du drop pour faire du cash, mais ils n'aiment pas le business en lui-même. Moi, j'ai eu des gens avec qui ont travaillé avec moi pendant des années. Ils ont fait beaucoup de cash avec ça, mais ils n'aimaient pas. Et donc, ils se disaient, je vais faire autre chose que j'aime. Mais ce que la plupart des gens oublient, et c'est typiquement français, c'est il est très compliqué de faire le job de tes rêves qui va te rendre millionnaire. Moi, c'est pas que de corriger de la fiche produit, je corrige encore des fiches produits à l'heure actuelle. Toujours. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce que ça me ramène derrière dans mon portefeuille et la valeur, le lifestyle, la qualité de vie que j'ai, c'est grâce au drop. Donc même si dans le drop, il y a 8 heures, dans les 8 heures, il y en a peut-être 4 que j'aime pas, mais maintenant, trouve-moi un métier où tu aimes bien tes 8 heures par jour. Trouve-moi-en un. Déjà, il n'y en a presque pas. Et donc, pour moi, sacrifier entre guillemets 4 heures de mes journées, parce qu'il y a 4 heures que j'aime bien et 4 heures que j'aime pas, pour faire des millions tous les mois, ça les vaut. Clairement, ça les vaut. Ouais, 100%. Et vous, c'est quoi votre avis sur pourquoi le marché francophone en lui-même a cette impression que le drop, c'est un tremplin, que l'e-com, c'est un tremplin, puis après, il faut faire autre chose? Franchement, pour moi, je pense que les Français, ils ont juste une vision trop mauvaise du dropshipping. Même si on parle autre que les entrepreneurs, tout le monde le voit mal. Et même entre entrepreneurs, ils le voient. Je rejoins totalement ce que Gabriel a dit. C'est en mode, ils aiment pas ce qu'ils font. Mais on est dans le business, on est là pour faire du cash.
on aime, on n'aime pas. À un moment donné, si on a des objectifs, il faut faire des choses qu'on n'aime pas. Et pour moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi, j'ai toujours des boutiques en drop. Et j'ai une marque aussi que je fais. Mais la marque, elle aurait jamais vu le jour si j'aurais pas fait du drop. Et même le drop que je fais toujours maintenant va continuer tout le temps à alimenter cette marque parce que la marque que je fais a besoin de quand même beaucoup d'argent pour la start. Et non, pour moi, c'est super important. Et c'est bien d'avoir des personnes qui sont en pur dropshipping et de parler des stratégies qui À ce fonctionnent. niveau-là. Parce que, à ce Si on niveau-là. pourrait juste Ouais. repositionner, Gabriel, pour que les gens sachent un peu quel extraterrestre tu es, tu peux nous parler un peu de niveau chiffre? On fait 20 millions par an. Voilà. De chiffre d'affaires. Hein. J'insiste, Ouais. pas de bénéfices, de chiffre d'affaires. Ouais. Mais aussi, il y a quelque chose avec le dropshipping, je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est que je trouve que c'est un des seuls business qui t'apprend en fait toutes les lames du couteau suisse. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois gérer tellement de trucs, apprendre à gérer tellement de choses, qu'il n'y a pas un autre business qui peut mieux t'apprendre à faire du business que celui-ci. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'adore le drop et que je continue à en faire, c'est que c'est constamment éclectique et que tu as constamment des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à apprendre. Non, le drop, quand c'est bien fait, enfin, regarde ici, c'est ça que j'adore. Parce que, tu vois, contrairement à d'autres formateurs qui, eux, qui t'apprennent vraiment la théorie, et c'est pour ça que moi, je suis content d'avoir Maxime, parce que c'est Maxime qui s'occupe de la format chez nous, mais je suis toujours sur le terrain. Moi, c'est vraiment... Et ici, là, j'ai eu un call, donc cette semaine-ci. Vous connaissez Igral? Igral, vous connaissez Ça pas? me dit quelque chose. C'est la plateforme de cashback qui est super Ouais, connue en cashback, France. ouais. On a signé un deal, ils ont pris tous nos sites de drop pour signer un deal pour le Black Friday. Ils vont mettre tous nos sites en avant en pur dropshipping, alors que c'est Igral, quoi. Igral, c'est vraiment le mastodonte du cashback. Tout le monde le connaît. Et le mois prochain, on signe un deal avec la Maison du Monde. Waouh. Maison du Monde, ça veut dire que toutes les ventes qui vont se faire sur la Maison du Monde, ils vont donner des vouchers, donc des codes de réduction pour vers nos sites. Et toutes les ventes qu'on va faire chez nous, on va les renvoyer vers Maison du Monde avec un voucher. Ça veut dire que, moi, c'est ça que j'adore dans le drop. C'est que, en fait, les gens ils disent, ouais, c'est de la merde. Non, non, c'est pas de la merde. En fait, comment les autres marques réagissent vis-à-vis de toi qui es dropshipper? Ils s'en foutent. Ils veulent voir combien de trafic. Combien tu fais de visiteurs à la journée sur ta boutique. Combien tu fais de ventes à la journée sur ta boutique. C'est ça qui les intéresse. La Maison du Monde, que ce soit un dropshipper ou pas, eux, ils veulent du trafic. Ils veulent ce qu'on appelle... Comment t'expliquer? Quand une personne achète chez moi, tu arrives sur la thank you page, sur la page de confirmation. Moi, je vais renvoyer après sur Maison du Monde. Disons, voilà, je vous donne un voucher Maison du Monde. Pour les ventes que je vais ramener chez eux, je vais toucher une com. Eux, ça leur ramène du trafic gratuitement, qui ne payent pas. Pareil chez eux, Maison du Monde, c'est énorme. Ils vont renvoyer vers mes boutiques. Moi, j'ai des boutiques de tout. J'ai des boutiques de beauté, des boutiques de bijoux, des boutiques de vêtements. J'ai des boutiques de tout. Donc, je sais que je vais toucher quelque chose qui intéresse mon client potentiel là-bas. Ils vont les ramener chez moi. Je vais leur donner une com à chaque vente. Mais au final, mon risque, il est où? Nulle part. Je ne paye plus mon coût publicitaire. Et ça, les dropshippers sont à fond dans Facebook Ads, Google Ads, ce qui est très bien, je ne dis pas le contraire. Mais le jour où tu arrives à aller dans les plateformes d'affiliation, et ça, j'adore, je suis l'un des premiers à le faire. Franchement, j'ai des deals qui marchent super bien avec plein de sites de cashback, Poolpeo, je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, tapez-le, c'est du site de cashback. Ils me ramènent plein de ventes, ces gars-là. Je leur donne une commission de 25%. Donc, moi, je risque rien. 25%, je les paye la com 30 jours après. Donc, ça veut dire que si un client a annulé la commande ou a demandé un remboursement entre-temps, je peux annuler la commission. Et si tu arrives à passer tout ton business sur de l'affiliation, ça, c'est vraiment mon but. Hein. Franchement, si demain, ton business en drop, il tourne en full affiliation, ta vie, elle est faite, en fait. C'est fini, tu risques plus rien, tu vois. T'as fini le jeu. T'as fini le jeu. Et c'est ça que moi, j'adore, tu vois. Si, par exemple, les gens en parlent pas beaucoup, est-ce que tu connais beaucoup de dropshippers qui font du Microsoft Ads? Pas tant que ça. Pourtant, moi, je peux t'assurer, j'en fais du cash en Bing Ads. Enfin, ça s'appelle Microsoft Ads. Pourquoi? Parce que tu as la plupart des gens, ceux qui utilisent Bing Ads, c'est une population qui est plus âgée. Et la plupart de tes acheteurs en drop, je ne sais pas si vous avez déjà regardé chez vous, plus de 60% de vos acheteurs ont plus de 35 ans. Mais pourtant, tout le monde se bat, tout le monde veut partir en TikTok, alors qu'en fait, ta population, elle est plus vers, au niveau de l'âge, Facebook. En boutique généraliste. Ouais, Ah. bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. Ouais. Oui, autant pour moi. Ça dépend des niches. Ouais, bien sûr. Oui. Non, t'as raison. Mais ils sont plus vers Facebook et Bing Ads. Moi, mes meilleurs taux de conversion, ils sont chez Bing Ads. Mais de loin. C'est ultra intéressant ce que Ouais. tu dis. Si tu pourrais nous parler des sources d'acquisition peu connues Ouais. que les gens peuvent mettre en place, que pour toi ça marche, comme l'affiliation, comme Big Ads, qu'est-ce que tu pourrais nous citer? Alors, En top, déjà, le top du top, si vous arrivez à être rentable en display ads, en Google Ads, vous êtes le roi du pétrole. Pourquoi? Parce que vous allez payer votre clic 10 cents.
10 cents pour un prospect qualifié, c'est pas mal. Si tu arrives à avoir donc du display ads en cold à du 10 cents, c'est très bien. Après, si tu arrives à faire avec une autre agence qui s'appelle Criteo, par exemple, qui est très forte, ou maintenant, on ne le sait pas, mais en native, tout ce qui est Taboola et Outbrain commence à faire du retargeting pour des boutiques en ligne. On n'en parle pas beaucoup, ça arrive. Mais si tu arrives à avoir du display ads en cold à 10 cents du clic, retargeté avec du Criteo à 15 cents ou 20 cents, ça dépend, parce que si c'est vraiment intéressant, tu peux monter à 20 cents, plus de Outbrain et du Taboola en retargeting, c'est déjà 2 réseaux où tu es mouillé et pas. C'est pas cher. Alors ensuite, et les gens en parlent pas beaucoup, mais c'est ultra sous-estimé, c'est l'emailing. Alors c'est con, hein, mais l'emailing, moi, c'est 22% de mon chiffre d'affaires. 22% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est la balle. Parce que ça veut dire que si tu arrives à avoir une boutique qui est bien faite, où tu arrives à récupérer les emails de tes clients rapidement, ou de tes prospects, parce que moi, je récupère aussi des emails de mes prospects qui n'achètent pas, et que tu arrives à envoyer des emails non-stop derrière, comme on a fait nous, ben ça te fait encore un réseau, tu vas faire de l'argent. Ensuite, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais dans quoi Amazon fait beaucoup d'argent? L'abonnement. L'abonnement, ouais. Je vois rarement un dropshipper me lancer un abonnement qui tient la route, quoi. Donc encore là, pareil, si tu as l'emailing qui tourne, si tu as du display ad qui tourne à 10 cents, si tu as du retargeting à 15-20 cents qui tourne, plus de l'abonnement qui tourne, ben, ça te fait déjà un sacré réseau externe que les dropshippers vont pas, parce que moi je suis pas en concurrence, parce que ils y vont pas dans ces trucs-là. Généralement, qu'est-ce que fait un dropshipper? Facebook Ads, ce qui est normal. Ils essayent beaucoup en TikTok Ads maintenant, parce que c'est la nouvelle tendance, ce qui est compréhensible, c'est normal. Et Google Ads, beaucoup de shopping. Voilà, ça c'est les 3 réseaux où ils vont tous. Donc c'est pour ça que tu as ces CPC qui flanchent. C'est pour ça que moi, en tant que dropshipper, si on est tous sur le même réseau, qu'on vend tous la même chose, bah, ça monte les CPC. Par contre, si tu arrives à partir sur des réseaux un peu moins connus, et que tu arrives... Moi, par exemple, j'aimerais bien... j'ai pas encore essayé. Hein, ben, moi, j'aimerais bien aller dans une régie qui s'appelle AdCash. AdCash, c'est du display. Donc, AdCash, c'est une régie publicitaire qui a plein de sites, en fait, tous les sites illégaux de streaming, où ils sont tous bannis, où ils ne peuvent pas aller chez Google Ads. C'est tous les sites un peu borderline. Il n'y a personne qui a jamais été là-bas, tu vois. Et moi, je me dis, j'aimerais bien rentrer chez AdCash, mettre mes pubs et payer à la com, tu vois, parce qu'eux, ils ont quand même pas de mettre des produits pas chers, des produits qui sont un peu potentiellement intéressants pour eux, et d'acheter comme un taré là-bas. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais moi, j'aimerais bien. Et alors, il y a un autre truc que j'aimerais bien faire aussi, bah, c'est acheter dans le site de cul, quoi. Pourquoi pas? Trafic junkie. Ouais, trafic junkie, par exemple. J'ai jamais fait, mais à mon avis, ton trafic, il doit pas être cher là-bas, ça doit rien coûter. Je suis persuadé qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, c'est juste, c'est pas populaire. C'est pas populaire. C'est pour ça que je te demande, parce que c'est intéressant d'avoir des avis d'acquisition de trafic. Et tu as juste parlé d'abonnement, que la plupart des gens savent pas comment mettre en place un système d'abonnement qui ne tient pas la route. Ouais, bah... Ça serait quoi tes petits hacks? Surtout pour les produits, parce que beaucoup de produits, c'est facile, ok, c'est un abonnement, c'est un produit qui est consommable, etc. Boîte mystère. Voilà, justement, pour les produits qui sont pas consommables. Bah, moi, je ferais, alors par exemple, boîte mystère, je le ferais peut-être plus alors vers un emailing quand un client a acheté, et un abonnement, ben, moins X% sur toute la boutique, comme un Netflix. Tu sais que les personnes, même s'il y a moins X% sur toute la boutique, c'est comme Netflix, même si tu as accès à tous les films, il y a beaucoup de gens qui sont des abonnés fantômes sur Netflix qui regardent plus depuis longtemps. Donc pareil, tu pourrais le faire. Maintenant, le souci, c'est que si tu veux faire un abonnement qui fonctionne, je pense qu'en Shopify, c'est plus compliqué quand même. Parce que tu es quand même fort limité dans la technologie. C'est pour ça que moi, je suis content d'avoir développé ma plateforme en interne. Maintenant, j'ai pas dit qu'il fallait tout développer en une fois. Parce que moi, je te parle de plein de trucs, je te balance de l'info. Mais moi, ça fait 9 ans. Il faut pas oublier qu'avant de rentrer dans le drop, mais j'avais une agence de pub. Donc moi, j'avais déjà tous les contacts Taboola, Outbrain, Criteo, tout ça là. Même Igra, je les connaissais. C'était simple. Pack, bah ouais, on est en maison du monde. C'est pas qu'ils me connaissaient d'avant. C'est pas qu'ils m'ont connu. Ouais, t'es le dropshipper. De dire, bah oui, Gabriel, etc. Donc, c'est toutes des idées qui sont venues avec le temps. Mais clairement, moi, je sais que moi, j'ai un de mes amis. Il a une grosse marque aux États-Unis. Donc, lui, il connaît pas le marché français. C'est un Canadien. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le drop. Bah, lui, il fait plein d'argent en push. Donc, tu vois, tous les push sur les ordinateurs quand tu vas sur un PC et que tu as une pop-up qui se met devant. Push notification. Ouais, la push notification. Mais il fait des millions d'euros avec ça. J'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps de tester, mais il m'a fait, Gab, tu perds du temps, tu devrais le faire. Tu vois, mais c'est une question de temps. Mais quand on me dit, ouais, le drop, j'ai fait le tour, quand j'entends tellement de formateurs me dire ça. Alors, c'est marrant parce que ces formateurs, ils font que de la théorie. Donc, ils sont déjà
sont en dehors du truc. Et il t'explique, j'ai fait le tour du dropshipping, j'en ai marre. Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai fait 20% du drop. Parce que si je te montre ma to-do maintenant, tu peux faire des emailing one-click upsell, tu peux lancer, comme je t'ai expliqué, les traffic junkies, tu peux aller dans les ad cash, tu peux lancer des plus gros business sur de l'emailing. Moi, par exemple, dans l'emailing, je fais ce qu'on appelle, je fais pas de relance de clients à l'heure actuelle. Donc, des gens qui n'ont pas acheté chez moi depuis 3 mois, on appelle ça du sunflow, j'ai oublié le nom, le terme exact, du sunrise, du sunflow, j'ai oublié le terme exact. Et puis, j'ai un gars, il est venu chez moi, il m'a fait, regarde, moi, je fais 30 000 € par mois que de ça. C'est juste un flow qui relance les clients qui n'ont pas acheté chez toi depuis 3 mois ou 4 mois. Mais qui ont déjà acheté une fois. Qui ont déjà acheté une fois. Mais moi, j'avais testé, mais je m'étais complètement vautré, donc j'avais arrêté. Mais lui, il avait fait une technique il m'a donné ces templates. C'est ça que je suis encore plus con, parce qu'il m'a donné ces templates. Je pourrais me prendre 2 jours, les mettre et de les balancer. J'ai pas encore eu le temps. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça n'en finit jamais, en fait. Tu as toujours des idées, de nouveaux produits qui arrivent. Moi, j'en ai un, il fait des produits, par exemple, mon pote canadien, il fait des produits de lessive. Donc, c'est pas du drop. Mais en lui, chaque vente, en fait, est récurrente. Donc, tous les mois, il renvoie des produits de lessive. C'est les feuilles, là? Ou ouais, c'est ça. Ouais, okay, c'est ça. En fait, je suis trop con. Parce que même en AliExpress, je pourrais trouver, tu vois, ces trucs de lessive, de les envoyer en choice en 3 ou 4 jours chez mon client et de juste le faire quand il achète, de lui faire un abonnement récurrent et de recréer une commande automatique tous les mois. Je pourrais le faire. C'est juste, j'ai ce manque de temps. Mec, rien que mon cerveau, maintenant, il explose déjà parce que je te parle ici. Ça n'en finit jamais, en fait. Tu pourrais toujours exploser le business, toujours aller à l'étape supplémentaire. Et c'est pour ça que je dis que si tu as vraiment envie de réussir, envie de faire des millions en e-com, tu peux le faire. Et justement, si on pouvait balancer aux auditeurs ou aux spectateurs qui nous regardent quelques idées de business, justement, quelques niches, quelques tips en or, ça serait quoi? Alors, en hiver, veste chauffante. Là, j'ai des gants qui sont en train de péter. Totalement. Des gants que tu peux continuer à aller sur ton téléphone avec. Alors, les gens vont toujours te dire, ouais, c'est faire revue. Non, c'est pas vrai. C'est pas revue. Tu vois la trend sur Google Trend tous les années. Boum, ouais, boum, chaque année, ça revient. C'est ça l'avantage aussi d'avoir des boutiques à travers les années. C'est que Google a un historique de tes ventes. Donc, il sait les produits qui ont marché l'année d'avant. Et quand tes boutiques, elles ont 9 ans, mais chaque année, c'est toujours la même veste chauffante qui revient. Tout le temps. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, tu lances... Enfin, moi, c'était une veste chauffante sans manche. Ben, l'année d'après, j'ai lancé la veste chauffante avec manche. En plus de ma veste chauffante sans manche. Et en fait, les deux deviennent winner. Tu comprends? Donc voilà. Alors, en été, les mini-climatiseurs. Banger. C'est pas trop, ça coûte rien. Enfin, ça coûte pas très cher. Mais eux, ils ont une mauvaise réputation, je crois. En tout cas, ceux des dernières années, en termes de retour, etc. Alors, c'est ça que moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai 2 trucs. Parce que justement, le drop est mal vu. Pourquoi? Parce que généralement, le dropshipper, il prend le fournisseur le moins cher possible, qui a de la qualité de merde. Alors moi, une fois, ce que j'ai fait, ça, je m'en rappelle, c'était en 2018. D'accord? Donc, on vendait des chaussures Oxford pour femmes. Et on les avait tellement pétées, je pense qu'on vendait pour 60 000 € par jour de chaussures Oxford. Il y a aussi celle pour les hommes. Ah, ok, d'accord. Ok. Bah, moi, c'était vraiment pour les femmes, mais voilà. Et on les avait tellement pétées que les fournisseurs ne savaient plus se fournir. Donc, ils les fournissaient au plus rapide. Et donc, on avait dit avec mon associé, je dis merde, on a notre fournisseur, il ne sait plus suivre, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut absolument quelqu'un qui puisse suivre, quoi. Et donc, j'avais dit, écoute, on ne va pas partir chez quelqu'un à l'improviste. On a commandé chez 20 fournisseurs au hasard sur AliExpress les mêmes chaussures. Eh ben, les 20 modèles qui sont arrivés n'étaient pas de même qualité. Ça, j'avais compris qu'en fait, tous les fournisseurs chez AliExpress n'envoient pas la même qualité. Et ça, il m'a fallu 2 ans. Il y en avait même certaines qui puaient le pétrole. Pour te dire, ça puait le pétrole, tellement c'était de mauvaise qualité. Et donc là, c'est ça que j'adore avec AliExpress, c'est que maintenant, ils ont mis le choice. Et le choice, c'est l'enfer pour les fournisseurs AliExpress. Pourquoi? Parce que si tu as des mauvaises notes en choice, tu es banni d'AliExpress en fait. Et quand toi, tu fais ton support retour client avec choice, tu ne deals pas avec le fournisseur. Tu deals avec AliExpress directement. Et s'il y a trop de plaintes, ils bannent le fournisseur. Et donc, c'est ça que j'adore. En fait, AliExpress a dû se remuer à cause de Temu. C'est ça que j'adore. J'adore la concurrence parce que AliExpress a fait que de la merde pendant des années. Vous n'en avez rien à faire de tout. Comme Facebook, pendant des années, ils ont fait que de la merde. Ils bannissaient un oui ou pour un non, Maintenant, Facebook, c'est beaucoup plus chill. Hein. Ils te bannissent moins rapidement qu'avant. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le monopole. Qu'ils ont TikTok. Bon, ça, c'est différent. Mais TikTok leur a fait une sale claque quand même sur le marché où ils ont dû faire un step back, tu vois.
Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'à l'heure actuelle, maintenant, en drop, tu sais faire de la qualité. Shipper en 6 jours, je trouve ça correct. Honnêtement, 6 jours, c'est correct. C'est rapide. Faut pas oublier que maintenant, les retours sur AliExpress, enfin en Choice, c'est des retours gratuits. Mais donc, fini les agents au chômage. J'ai jamais utilisé d'agent, moi. Ok. Ça, pour moi, c'était une grosse carotte de merde. Ça, c'est les formateurs. Alors, qu'est-ce que je vais vendre en V2 ? Utilisez les agents et prenez des coms sur les agents. Mm. Mais moi, j'ai jamais travaillé avec un agent de ma vie. Jamais. Ça sert à quoi ? Si le gars, tu commences à... Mais non, ouais, je suis désolé, mais c'est comme l'intelligence artificielle. Moi, je vois plein de formats. J'utilise l'intelligence artificielle, beaucoup. Mais quand t'expliques qu'à un gars, l'intelligence artificielle va faire tes pubs, tu dois plus les faire toi-même, que l'intelligence artificielle va faire tes fiches produits avec le modèle AIDA, etc., que ça marche, ah bah putain, si tu lances ça, bon courage. Hein. Tu penses pas qu'on y arrive gentiment ? Si, peut-être dans 5 ans. Ok. Pas maintenant. Pas maintenant, c'est pas encore prêt. Et pour l'instant, moi, de ce que je vois, maintenant, j'utilise à mort. Hein. Moi, c'est simple. Moi, un truc que j'utilise beaucoup dans l'intelligence artificielle, c'est Google Ads, par exemple. Maintenant, tout ce qui est fausse promesse, bam, il banne ton produit direct. Ce que j'adore avec l'intelligence artificielle, c'est traduis-moi, reprends ce passage-là de ta fiche produit, garde les mêmes fausses promesses, tout en étant compliant Google Ads. Ouais. Et là, il te refait un truc, bam, bam, bam. Ça, c'est nickel. Ouais. Donc ça, oui, ça marche. Mais si maintenant je lui dis de faire une fiche produit, que je lui donne de A à Z la fiche produit, fais-moi une tuerie, non. Maintenant, même les vidéos, si tu fais une vidéo full intelligence artificielle pour du drop, pour moi, c'est pas encore prêt. Sauf si toi, tu as trouvé un outil, mais alors je suis preneur. Non, je suis d'accord avec toi. On peut pas laisser l'intelligence artificielle les yeux fermés puis se dire ok, je vais me fier sur elle. Mais je pense que ça peut être un bon outil pour avoir une base pour aller beaucoup plus vite. Mais le jour où ça va arriver, ça va être exceptionnel. Oui. Le jour où on aura des petits agents autonomes qui pourront faire une page produit, l'autre il pourra faire des ads, l'autre il pourra gérer les ads avec des instructions qu'on leur donnera, ça Ouais. sera exceptionnel. Et je pense qu'on y est dans 3, 4, 5 ans. Bah, je pense que c'est déjà le cas pour nous et même toi. En fait, nos assistants virtuels, ils utilisent l'IA et du coup, c'est un peu C'est ça vrai. au final. Ouais, c'est ça. Moi, encore moi, si je pouvais me débarrasser de la correction de produit, j'en serais super heureux. Mais encore à l'heure actuelle, non. Je ne suis pas encore au point de pouvoir le faire. Correction de produit, t'entends quoi ? Vraiment relire toute la page produit, voir qu'elle est bien, qu'elle est Bah, en bien fait, vendeuse. En fait, ouais, par exemple, les gens, quand ils lancent des produits, bah, ils font de la recherche produit comme ça. Il faut regarder les trends, les bazars. Il faut faire ça. Moi, je suis plus dans une optique de dire, moi, je veux balancer du produit à mort. Ok. Et voilà, s'il y a 10 produits qui peuvent cartonner, je ne vais pas faire ma recherche de savoir sur lequel des 10 je vais le prendre. On va lancer les 10, tu vois. Mais généralement, les concurrents ne font pas des fiches aussi évoluées que les nôtres. Donc, tu as un gars dans mon équipe, je lui donne, voilà, tac, il va faire la fiche produit. En fait, la fiche produit, c'est quoi ? Il va faire de la traduction du concurrent. Donc, c'est pour ça qu'on ne copie jamais des Français ou des choses comme ça. Parce que, voilà, j'ai pas envie de rentrer en clash, etc. Donc, on reprend la fiche produit. Pac, on la reprend, on la traduit. On refait la publicité aussi. Donc là, j'ai une autre personne qui fait la vidéo. On reprend la vidéo du gars, parce que généralement, c'est un winner. Pourquoi moi, j'aurais lancé 5 versions ? À partir du moment où j'ai trouvé le winner, bah, on la reprend, on la balance, quoi. Enfin, pour du Google Ads, attention, parce que moi, je fais du Google Ads. Maintenant, Facebook, c'est peut-être différent. Avec TikTok, c'est peut-être différent. Mais en Google Ads, ça fonctionne comme ça. Donc, j'ai une personne qui fait la fiche produit. J'ai une personne qui fait la vidéo. Ensuite, Vidéo sur Google Ads, comment elle est on display la met sur la fiche produit. Ok. Ouais, Donc ouais. quand tu dis publicité. Ouais, mais par contre, on utilise aussi la vidéo en performance max en Google Ads. Ok. Donc, elle part aussi. Oui. Et YouTube aussi un peu ou pas ? Mais Performance Max, c'est YouTube en fait. ok. Performance Max, c'est quoi ? C'est du display ads, du search ads, du shopping et du YouTube, du discovery. Et il mélange tout. Et alors, ce que j'adore avec Perf Max, c'est par exemple, il va faire du cold en display, puis il va peut-être faire du retargeting en shopping. Et s'il voit que le gars est potentiellement intéressé, il va faire une pub YouTube retargeting. Et en fait, c'est la puissance du réseau Google. C'est ça que j'adore en Perf Max. Donc voilà. Et quand ça va sur YouTube, c'est le format tout le temps horizontal ou des fois c'est. Moi, pour l'instant, j'utilise pas le format short. Ok. Mais tu peux, si tu as une option dans Performance Max, tu peux lui dire, si tu l'autorises, ça qu'il y a est pas mal, c'est qu'ils peuvent prendre ta vidéo YouTube et en faire un short Ouais. en Du coup, vertical. tes ads, Pour l'instant, moi, vidéos, j'utilise qu'en YouTube. format YouTube. Je n'autorise pas Google encore à faire du short. Parce que quand il y a trop de réseaux, l'IA, Google, l'algo Google n'est pas encore assez... Ouais. Et la vidéo sur la page produit, c'est au début, en dessous, dans le carrousel. Au début, Au début. avant de la fiche produit. Donc, Ok. tu as les photos, vidéo à droite, fiche produit. Ok, intéressant. Ouais. Donc j'ai la personne qui fait la vidéo. Après, quand la personne a fait
La fiche produit, on la donne à quelqu'un qui s'occupe des false claims. Donc, false claim, Donc anti-DMCA ou ça, c'est juste Pour en mode, Google, pour Google. Pour Ah oui, Google, ouais, Google, pour ok. pas faire de fausses pour être promesses. banni. Ok. Ouais. Ensuite, j'ai une personne qui, elle, va trouver le fournisseur. Donc, on a 2 fournisseurs avec qui on travaille, mais c'est pas des agents. C'est ceux qu'on utilise sur AliExpress qui sont nos plus gros. Alors, il y a aussi une politique, et c'est pour ça que j'arrive toujours à avoir des prix bas. On lui donne donc, j'ai une personne qui recherche le produit sur AliExpress le moins cher possible. On le donne au fournisseur qui doit nous faire une offre encore moins chère. D'accord? Donc, très important. Donc tu as une personne qui s'occupe de négocier en fait. C'est ça. Alors, tu vois, si, c'est marrant, je sais pas si vous avez le cas avec les agents, parce que j'ai jamais utilisé, parce que pour moi, c'est de la grosse merde. C'est que parfois, les fournisseurs AliExpress ont tendance à monter leur prix. Donc, nous, on a développé un plugin qui nous prévient direct quand un fournisseur AliExpress augmente ses prix. Et l'avantage, c'est que comme tu as plein de fournisseurs qui veulent percer sur AliExpress, on a une équipe de 6 personnes qui font ça à temps plein. Ils changent le lien du fournisseur pour retrouver un fournisseur sur AliExpress en choice, qui font une promo directement. Incroyable. Et donc, on change pour avoir encore le prix plus bas et on prévient le fournisseur qu'on a déjà gagé son produit. Incroyable. Ouais. Qui lui, il flippe, donc il nous remet directement. Alors, tu vas me dire, Et le choice, d'ailleurs, c'est là depuis combien de temps nous, on a commencé à le faire en juillet, donc ça doit être là depuis un petit temps. Mais tu as ouais. tous les produits déjà qui sont dispo en choice? Ouais, bien sûr. Ouais. Et les rares produits que tu n'as pas en choice, ton fournisseur te le fournit pour rien. Donc, il met des images cachées Ok. et il te le fournit en choice. Et ça Ok, fait ok, partie- ok, ok. En fait, c'est pas vraiment un fournisseur, c'est juste que c'est le mode clean, si Ouais. tu voulais, d'un agent sans l'arnaque qui va Ouais, derrière, ouais, je vois. et de la carotte. Quoi. C'est extrêmement intéressant et très puissant parce que la plupart des e-commerçants que je côtoie qui font des chiffres intéressants, et nous aussi on a des bons chiffres, c'est un peu, t'es un peu la première personne qui sort du lot à dire les agents, c'est. Ouais, Bon, maintenant, je vais te poser une bête question. Admettons, tu as un agent. Demain, il dit je veux plus travailler avec toi. Tu fais quoi? On a des listes d'agents après nous. Mais... Ouais, tu as des listes d'agents. Comment vous fonctionnez avec les agents? Vous payez à la pièce? Vous payez d'avance? Comment vous Alors, la plupart des débutants, pour être honnête, quand ils prennent un agent, ils doivent payer toutes les 24 heures, même des fois à l'avance, ils doivent faire du stock, Ouais. des MOQ, etc., même parfois en drop, des MOQ. Mais nous, vu que ça fait quand même longtemps, on a une bonne relation. Moi, par exemple, sur un de mes agents, je peux payer après 14 jours, un autre après 20 jours, mais c'est venu après quelques années. C'est Tu pas gères venu tout de comment suite. tu gères comment tes retours? Alors, on a plusieurs façons de faire, mais sur les généralistes, les retours, ils doivent le client. Donc, le client, il doit retourner en Chine. Donc, Ok. on fait comme ça. Ok, mais je veux dire, ton agent, il est OK pour récupérer le produit, d'en renvoyer un. Ok, ouais, non, alors ça va, ouais, franchement. C'est juste que moi, dans ma façon de bosser, vu que j'ai vraiment beaucoup de produits, j'avais pas envie d'être dépendant d'une personne. AliExpress, c'est vaste. Ouais. Ça veut dire que même si je perds un fournisseur ou mon fournisseur dit je peux pas descendre, bah moi je préfère avoir un autre fournisseur Choice qui est déjà prêt. L'avantage aussi, c'est que tu auras toujours un fournisseur qui va lancer une promo dans Choice. Et ça veut dire que moi, si du jour au lendemain, admettons ton agent, il te vend ton produit à 10 €, d'accord? Ouais. Moi, admettons, je l'ai à 10 € sur AliExpress. Mais demain, pour X ou Y raison, ben, pour Black Friday par exemple, le fournisseur qu'on a on a plein de gens sur AliExpress qui descendent le même produit à 7 € en Choice. Donc, la personne sur l'Express, elle fait une promo pour avoir plus de clients. Voilà. Ok. Moi, j'ai la liberté de changer le lien en 2 secondes. Ouais. Toi, non. Ça veut dire que moi, je vais toujours vendre moins cher que toi. Et c'est ça aussi mon avantage compétitif. Parce que sur Google, tu me diras si je me trompe, mais d'être un tout petit peu moins cher que la plupart des gens, c'est ça aussi qui te fait performer. Moi, ça. Alors, je vais t'expliquer. Oui, le prix est super important. Alors, nous, on avait un fournisseur principal sur AliExpress qui n'était pas vraiment un agent, mais il nous donnait quand même 80% des produits. On s'était jamais rendu compte qu'il changeait les prix des produits à un moment donné, pour X ou Y raison. Jusqu'à un moment donné où j'ai remarqué qu'on devenait quand même fort cher dans notre boutique. Parce qu'en fait, le problème, quand tu as beaucoup d'employés, chacun fait sa tâche. Donc, j'avais une personne qui s'occupait de changer les liens ou quand il y avait une augmentation de prix, etc. Et moi, je m'étais rendu compte à un moment donné parce que nous, on avait toujours sur notre boutique, c'est le prix plafond, c'est que si je vends un truc 50 €, moi, je dois l'acheter 25 maximum chez mon fournisseur. Et à un moment donné, je voyais que nos prix n'arrêtaient pas de monter sur un produit que je connaissais, que je savais qu'on vendait à la base 50 € sur notre boutique. Et à un moment donné, je voyais qu'on le vendait 99 €. Là, j'ai commencé à halluciner. C'est là où j'ai eu la puce à l'oreille. J'étais voir mon assistant, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on n'est pas en train de monter nos prix un peu petit à petit sur notre boutique? Et en fait, elle me dit, bah, c'est comme ça depuis 2 ans. Et je fais, oh putain,
Je dis, ça fait 2 ans, en fait, que nos fournisseurs principaux montaient petit à petit leur prix sur nos boutiques. Et moi, des winners qui étaient super winners en 2018 ou 2019 n'étaient plus du tout winners en 2023 ou 2024. Et c'est là où j'ai dit, écoute, maintenant, je ne veux plus dépendre d'un fournisseur en particulier. Je ne veux plus. C'est comme ça qu'on a mis cette technologie d'avoir une app qui surveille tous les prix des fournisseurs. Donc, si un fournisseur, n'importe quel produit de notre boutique, monte de plus de 5 cents, on a une alerte directement dans notre boîte email, disant ce produit-là, il est monté de 5 cents, Donc Et voilà. cette app-là, elle est disponible en abonnement ou c'est juste privé dans votre Non, système chez nous, elle est privée, mais par contre, Ok. si tu utilises Shopify, moi, je n'utilise plus, vous pouvez utiliser l'application Desert. Il y a une Desert, option ouais, pour DSRS, qui vous permet de le faire aussi. Donc, ça Ok. fonctionne. Donc, c'est faisable. Hein. Donc, C'est- et il y a le filtre juste choice aussi. Ou ça, Il faut que je redemande à mes équipes. Ouais. Ça, je n'ai pas à te mentir. Moi, en fait, quand j'apprends quelque chose sur le tas, je forme mes équipes, je fais des looms. Donc, j'ai toujours les looms si un jour je la perds. Et je renvoie à mes équipes. Ouais, ça, c'est un truc. Quand tu perds un employé, bah, tu lui renvoies tous les looms. Et c'est reparti. C'est assez rapide. Et là, 100% de tes fournisseurs, c'est choice. En ce Ouais. moment, 100%. Ok. Ouais, ouais. Pas forcément en vêtements. Ok. Ouais, pas forcément. Et alors, en high-tech, tu as 2-3 produits, pas de choice. Parce que Euh, introuvable. Non, c'est que c'est plus cher. Ok. Ouais, tu as des produits en choice qui ne sont pas éligibles. Ok. Mais je dirais que 90% de nos Ok. produits sont choice. Ouais. Est-ce que tes winners, tes gros winners Google, tu les passes des fois sur Facebook ou sur TikTok? Ben justement, j'avais une discussion avec lui. J'ai un manque de temps. Ah ouais. C'est le temps qui me tue. Je ne vais pas te mentir. Ici, j'ai par exemple, c'est là où Igral, ça faisait des mois qu'il voulait me contacter. Et j'avais pas le temps. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit à Max, maintenant, il faut que je reparle quand même à mes partenaires parce que je m'enferme dans un système. Alors qu'en fait, si je travaille avec des bons partenaires qui pourraient scaler mes produits, en fait, le meilleur truc possible, ce serait de dire, voilà, moi, je me concentre sur faire les plus beaux produits possibles parce que c'est vraiment notre force. On a toute notre technologie qui cartonne, abonnement, upsell après-vente, upsell avant-vente, tout. La tech, tout ce On qui a va toute avec, la tech, ouais. on est de loin. On a une tech comme Amazon, quoi. On est quand même très très gros. Et en fait, moi, il faudrait que je dise voilà, toi, cette agence Intel, vous faites Facebook. Cette agence Intel, vous faites que TikTok. Cette agence Intel, vous faites que Pinterest. Moi, je garde le Google. Ça, le Google, je le garde parce que Tu gères, c'est voilà, ta c'est zone de génie. c'est ma zone de génie. C'est comme ici, j'ai Criteo qui m'a contacté et il dit voilà, on faut faire un call, Black Friday arrive. Je suis OK. Il me contacte. Bam. Il dit en Criteo, vous n'avez jamais fait de prospection avec nous. Et je leur dis bah ouais, je vous l'ai donné il y a 3 ans, vous êtes planté grave. Je dis ouais, donc je vous le donne plus quoi. Ils m'ont fait écoute, notre algo il a bien évolué. On s'occupe de tout. Notre algo, il sait exactement vos clients parce que c'est ça que j'aime bien avec les grosses boîtes, c'est que comme j'utilise Criteo en retargeting, ils savent mes clients, fatalement. Ils connaissent qu'il faut dire. Ils m'ont dit, écoute, nous, on sait ton client, ton avatar. On va faire de la prospection. Donne-nous juste une chance. Je fais OK. Ben, tu sais quoi, je vais donner 7 sites. 25 € par jour par site. Tu te démerdes. 3 jours après, les 7 sites rentables. On est en train de monter le volume comme des porcs. Ça, c'est intéressant. Parce que Ça date de quand, ça? il y a 4 jours. Ah, ok. Il y a 4 jours, c'est tout Excellent. nouveau. Ouais, brand new. 4 jours, pack, ils m'ont dit on est bon. Je dis on est bon, on va monter le volume. J'ai rien à gérer. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit on a votre avatar client, on a depuis des années, vous travaillez avec nous, notre algo il a évolué, on sait exactement. C'est comme si demain tu gérais mon Facebook et que tu avais le pixel qui n'arrêtait pas de prendre les infos de tous mes clients depuis 5 ans et que tu me dis je vais te lancer une campagne de cold ou une lookalike. Bah, ton algo est beaucoup plus fidé que si tu pars de zéro. Et là, ils m'ont même dit, écoute, voilà, est-ce que vous êtes content du cold en display? Donc, en fait, j'ai regardé un peu, ils font du display en RTB, donc c'est vraiment du display pur. Et ils font même du display en native ads. RTB pour ceux qui... RTB, c'est... comment expliquer ce que c'est du RTB? C'est pas de l'achat de display ads vers Google, c'est vraiment, t'achètes vers des plateformes qui, eux, ont plein de clients d'un coup et qui vont passer par du Microsoft Ads, ils vont mettre un peu vers du Google Ads, ils vont mettre sur plein de réseaux du Criteo. Criteo est un RTB, par exemple. Les gens ne le pensent pas beaucoup, mais c'est du RTB. Et en fait, ça te permet, toi, d'acheter de la pub partout, directement, sans passer par une plateforme en particulier. Ok, et Criteo, c'est quoi le reach
maximum qu'on peut avoir? Il y a combien d'audience? Mais ça dépend, à parce peu que près regarde, si tu fais que du retargeting, ça dépend, toi, ta base Ok. de visiteurs de base. Et en cold, il y a aussi ou... Ben oui, justement, Ouais, j'ai lancé ouais, il y a 4 ok, jours. c'est ça. Il y a 4 jours avec eux. Moi, j'y avais jamais cru. Ils ont lancé, ils ont dit, écoute, Gab, on s'occupe de tout. Et j'aurais donné 25 €. Mais bon, ils savaient déjà mes clients. Moi, par exemple, il y a une de mes boutiques, ils ont refusé, ils ont dit, elle n'est pas assez grosse. Donc voilà. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mon flux de produits et ils ont fait les bannières et ça a marché directement, quoi. Et j'ai vu qu'aussi qu'ils faisaient de la prospection en Etivad, Ouais. en e-com. C'est pas très courant. Non, c'est pas courant. C'est pas courant, ça marche. Donc voilà. Mais c'est parce qu'ils ont leur machine learning était déjà très forte. C'est comme ici, iGraal, franchement, si vous connaissez pas, vous devez connaître. Ça, c'est super important. Tout le monde utilise en France. Ben voilà, on est sur un plan d'action sur 6 sites. Et voilà, et on va balancer, et voilà, et on va lancer une grosse OP. Mais ça, ces collaborations, ces OP, c'est quelque chose. Comment est-ce que tu vas les organiser en termes de délégation? Toi, tu es beaucoup dans l'opérationnel dans ces OP non, ou c'est eux qui gèrent beaucoup? c'est eux qui vont tout gérer. Vous m'envoient, allez, on va faire ça, ça coûte autant, vous êtes là, je vais dire OK. Et après, en fait, on va rester à terme chez eux, qui vont faire que. Comment ça marche le cashback? Et c'est très, très peu utilisé, mais c'est quand même de la dinguerie. C'est quoi? Tu vois un produit chez moi. Admettons le mini climatiseur. Je le vends, admettons, chiffre théorique, à 40 €. D'accord? 40. La personne se dit, ouf, j'ai envie d'avoir une promo. Ok, j'ai envie, mais c'est un peu trop cher. Ah, je vais aller voir sur iGraal, parce que généralement, les gens, ils ont des comptes sur iGraal ou Poolpeo. Moi, j'ai un deal avec iGraal. Le deal, c'est quoi? Avec iGraal, si tu achètes sur iGraal, si tu achètes mon produit via le lien iGraal, je donne 20%, 25% de la com à iGraal. Sur les 25% de la com que iGraal prend, il va redonner 10% ou 15% au client. Et en fait, le client va récupérer 15% de l'achat de ton produit. iGraal va prendre 10% net. Moi, je vais garder 75%, sauf que je n'aurai pas payé de publicité pour avoir eu le produit. Parce qu'iGraal va me mettre en avant. C'est puissant. C'est puissant. Trouve-moi un dropshipper qui fait ça. Jamais entendu en tout cas. Bah oui, mais tu sais, tout le monde a fait le tour du dropshipping. Ouais, ok. Voilà. Tu comprends ça? Moi, je tourne avec ça depuis. Ça fait 8 mois que je fais du cashback avec beaucoup de sites. C'est de la balle. C'est énormément de value là que tu donnes, parce c'est que fou. personne connaît ça. Mais en disant ça justement devant les caméras et en imaginant que peut-être ce podcast va être beaucoup vu, c'est pas quelque chose où tu te dirais il y a peut-être beaucoup de gens justement qui vont arriver, ou bien les facilités d'accès sont quand même difficiles. Difficile. C'est ça. Ouais, C'est pas ouvert à tout le monde. Non, tu dois être pas ouvert à tout le monde. Et aussi, on regarde l'historique de ta boutique. Si tu as une boutique qui a 1 an, c'est assez délicat. Si tu as une boutique qui a 9 ans, c'est la même boutique depuis 9 ans. Donc, Mais c'est là ta force aussi, c'est que toi, tu as vraiment vu ce business comme si tu étais un petit Comme Amazon Amazon. ou un petit Temu. C'est ça. Alors que la plupart des gens qui font du drop, en fait, on voit nos boutiques comme étant des trucs qui vont durer 3 mois, 6 mois, C'est ça, des 1 an. passerelles. C'est ça. des Et passerelles. moi, j'aime beaucoup cette vision-là parce Ouais. que c'est une vision long terme. C'est ça. Mais même les débutants qui débutent, ils voient même pas forcément en termes de 3 mois, mais après 3 mois, ils ont les problèmes qui fait en sorte que ça, C'est ça. que ça se termine après 3 mois. C'est comme je te dis, Criteo, oui, je peux te balancer l'info, c'est super intéressant, mais si tu n'as pas de trafic de base et que tu Ouais. fais pas du retargeting, Ouais, tu vas rien ça faire. sert à rien. C'est Tu sûr. vois, en fait, c'est ça, en fait. Moi, je peux c'est comme une format, tu vois. Je peux te donner ma format, tu peux l'acheter, mais si tu l'appliques pas de A à Z et que ça marche pas, tu me diras, ouais, Gabriel, ça marche pas. Oui, mais il y a tout un process pour que ça marche. Moi, je te dirai jamais, achète ma format, tu deviendras millionnaire demain. Ça marche pas comme ça. Ou je te dirai jamais, achète ma format et tu deviendras millionnaire en travaillant 2 heures par jour. Comment je peux te vendre ça alors que je travaille déjà comme un chien? Mais toi, à ton niveau, qui a déjà créé un empire qui fait 20 millions par année, Ouais. si tu voulais passer à 100 millions par année, parce qu'avec Mathéo, avec Nico, on parle souvent de recrutement et de comment en fait trouver des A-players qui vont vraiment prendre des positions dans nos sociétés qui vont vraiment faire évoluer le business. Ouais. Toi qui as quand même construit un empire, comment est-ce que tu passerais justement à 100 millions? Quelles seraient les choses que tu ferais différemment, etc. C'est exactement ce qu'on est en train de parler maintenant. Déjà, je dois lancer plus de pubs en Google Ads. Donc là, j'ai formé une de mes équipements en interne, elle les lance, je les valide. Donc ça, c'est vraiment le gros plan d'action parce que Perf Max, c'est vraiment... Les gens, ils sous-estiment mettre la performance max en Google Ads. Temu, il n'y est pas. Encore une fois, il n'y est pas. C'est toujours la même chose. Et Google Ads, ça te représente combien de pourcentage 80%. 80%. Ouais, Quand même. en dépenses. De mes dépenses. Et combien de produits lancés par semaine? Alors là aussi, c'est le serpent qui se mord la queue.
c'est toujours la même chose. Google Ads a changé ses algorithmes il y a 3 semaines, non, peut-être un mois maintenant. Quand on était au mastermind. Ouais, c'est ça. J'ai dû tout réapprendre. Quand je dois réapprendre un algorithme quasiment de zéro parce que ces connards, ils changent tout. Je sais pas lancer de produit. Tu comprends? Donc, ça, c'est un peu le problème. Bing Ads, là, est en train de changer son algo. Ça fait une semaine que je fais du Bing Ads pour réapprendre l'algo. Donc, c'est compliqué. Donc, le problème, c'est que quand j'ai pas de problème de boutique, et malheureusement, ça arrive pas souvent, j'arrive à lancer une 50aine de produits par semaine. Quand j'ai des problèmes de produits, quand j'ai des problèmes d'algorithme ou de Google, etc., il y a parfois une semaine où j'arrive pas à en lancer. Et c'est là où le serpent se mord la queue, tu vois. Donc, c'est par exemple ici, j'ai bien aimé. Criteo, ils m'ont dit, voilà, vous nous balancez. C'est ça que j'aime bien bosser avec des gros. Moi, j'aimerais bien tourner avec des grosses agences à terme. J'aimerais beaucoup. Beaucoup, parce que les grosses agences, elles ont déjà des algorithmes ultra fidés et je pense qu'elles ont des passes droits que toi et moi, on n'a pas. Je pense. Quand je vois que, par exemple, que tu peux faire du native pour de l'e-commerce en brut sur des produits de merde, parce que dans mon flux de catalogue, sur des produits de produits, j'ai des produits de merde qui sont passés en Outbrain parce que c'est fait via Criteo et que ça passe et que j'en vends, tu fais et qui s'occupe de tout et que toi tu fais des marges de fou. Quand tu dis produit de merde, c'est produit basique en fait. Non, je veux dire non compliant par rapport aux non plateformes. compliant, Voilà, par oui, exemple, retrouver une peau de bébé grâce à cette marque-là où en une semaine t'avais plus d'acné, tu vois. On sait que c'est pas possible. C'est pas autorisé par Outbrain, mais via Criteo c'est passé. Même Facebook, il bloque assez Voilà. rapidement ça. Voilà. Ici, par exemple, Criteo, elle me dit, les gars, est-ce que vous êtes intéressé pour faire du retargeting catalogue Facebook avec eux. Et je leur dis, ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que moi, j'en fais déjà de retargeting Facebook. Quel est mon intérêt de bosser avec vous pour ça? Ils disent, nous, notre catalogue, l'algorithme est beaucoup plus poussé parce qu'on a beaucoup plus de data qui viennent de chez vous. Et j'ai vu leur catalogue. Putain, c'est de la balle. J'ai vu leur catalogue. J'en ai implanté un. T'as les prix qui clignotent, avec le prix qui est barré. C'est un catalogue custom en API qu'ils ont fait avec Facebook, quoi. J'ai fait, OK, je lance. Parce que ces gars-là, ils sont tellement gros qu'au lieu de faire une créa pour toi, ils le font pour le réseau. Et toi, tu l'intègres avec ta boutique. En fait, tu te retrouves avec un catalogue qui est beaucoup plus attractif que celui que j'avais dans mes boutiques en Facebook Ads. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'à terme, si je veux faire des millions, il faudrait que je trouve une agence qui fasse que mon TikTok, une agence qui fasse que mon Facebook, une agence qui fasse que mon Pinterest Ads, etc. Et travailler, en fait, une agence AdCash, une agence... Et en fait, aller dans tous les réseaux, comme tu vois le deal que je signe avec Maison du Monde, il faudrait par exemple que j'aille sur CJ, tu vois, CJ.com, qui est une plateforme d'affiliation. Il faudrait que j'ai des marches où je dois mettre un de mes... Mais en termes de dedication, parce que comme on sait, en fait, des agences, des fois, ils peuvent avoir beaucoup de clients et puis ils vont pas forcément donner la même chose pour tous les clients ou alors ils n'ont pas le temps de donner la même chose. Est-ce que recruter en interne des gens justement qui vont gérer Facebook, en interne des gens qui vont gérer TikTok, ça serait pas... J'y crois pas. Okay. J'y crois pas parce qu'une agence va toujours être à jour au niveau algorithme. Une agence va toujours faire en sorte... Une agence, c'est son métier. Ça veut dire que si demain, l'algorithme, il est mort pour eux, ils perdent tous leurs clients. Ils font faillite. Moi, si demain, mon employé, il est sur Facebook Ads et que l'algo, il change et qu'il vient me revoir en disant, voilà, ça marche plus, qu'est-ce qu'il risque, lui? Donc toi, tu dirais qu'une agence peut être aussi forte que toi, tu es en Google? Alors, je ne sais pas si elle serait aussi forte que moi en Google, mais moi, du native, ça faisait 2 ans que j'en faisais plus. Par exemple, avec Criteo. J'en faisais plus par manque de temps. Quand je vois Criteo qui dit, voilà, on va lancer du display ads en native, Outbrain, Taboola, en cold, et que du jour au lendemain, c'est déjà rentable et que je vais devoir aller scaler les budgets comme un porc, parce qu'ils ont relié mon algorithme, leur algorithme avec mes data à leur native, avec tous leurs passe-droits. Alors c'est clair que c'est rentable dans ce cas-là, c'est sûr. Alors maintenant, peut-être que si je faisais... Google Ads, je ne veux pas le lâcher parce que je suis expert dedans et que c'est mon bébé, d'accord. Mais peut-être que si je le filais à une agence, ça marcherait peut-être 80%. Mais au final, quand tu fais le calcul, qu'est-ce qui vaut mieux? Être 100% de Google Ads et n'avoir que du Google Ads, ou avoir 80% de Criteo, 80% de Facebook, 80% de TikTok Ads, 80% de Google et que tu fasses la popote de tout et que toi, pendant que tu ne fais plus du Facebook Ads, tu lances du produit qui explose tout le monde. C'est vrai. Je pense que... C'est une belle vision. Ouais. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur ta vision du drop, parce que la plupart des gens qui nous regardent ici, ils font soit du drop monoproduit, ou ils font des marques, mais
peu font du drop comme toi tu fais, mini AliExpress, mini Amazon. Si tu peux juste développer un peu plus sur ta méthode, sur qu'est-ce qui fait le succès. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé en termes de produits, pour savoir si c'est en termes de quantité qui te fait réussir. Qu'est-ce qui tu peux juste Ouais. nous Alors, présenter un peu ton process. Ouais. En fait, les gens aiment bien avoir un winner qui vont éponger au maximum. Donc, généralement, les gens, ils scalent sur un ou deux produits, comme a fait mon partenaire Max. Et moi, j'ai jamais été fan de cette vision. Je vais t'expliquer pourquoi. Admettons, tu as un winner, tu vends 300 pièces tous les jours de ce winner-là. Demain, ton winner n'est plus winner. Tu descends à 0 ou à 10, 15. Maintenant, je t'explique. Moi, admettons, au lieu d'avoir d'avoir un produit qui fait 300 pièces à la journée, j'ai 30 produits à 10 pièces par jour. Sur les 30, j'en ai peut-être 2 qui vendent plus de leurs 10 pièces par jour. J'en vends toujours 280 par jour. Donc, mon business, il est comme ça. Et c'est beaucoup plus stable. Donc Alors il que- se recycle. Donc on est d'accord, c'est quand même la quantité est importante chez toi. Si tu lances plus rien, au bout d'un moment, Non, justement. Parce que tu pourras toujours vendre 10 pièces de ton produit. C'est pour ça que moi, on parle toujours de la loi de Pareto 80-20. Ben moi, je suis désolé, j'ai pas de Pareto. Moi, j'ai 1 jusqu'à 100. J'ai pas de Pareto. T'as ton Pareto quand même dans tes tâches que tu fais, mais Dans mes Ouais, tâches. ouais. Mais tout le monde me dit, tu dois te concentrer sur tes produits winners et pas sur les autres. Et j'en ai tellement entendu des formateurs me dire ça. Et je suis désolé, mais moi, je n'ai pas de gros winner qui représente. Mon plus gros winner représente peut-être 5% de mes ventes. Et je me sens beaucoup plus sain, beaucoup plus à l'aise avec ça. C'est intéressant comme vision. Et en termes de marché, là, t'es sur quel marché principalement? France à 80% et UK. Ok. Et là, pareil, dans les projets, on doit lancer aux États-Unis, on a 10 boutiques qui sont pas prêtes, mais signées pour avoir 10 pays de lancement. Pourquoi Avec c'est les pas- mêmes produits? Ouais, bah ouais, parce qu'on l'a fait tester au UK. En fait, là, ce qui est bien, c'est tout le monde, les gens disent toujours la France, c'est compliqué. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Mais moi, comme c'est mon core business, la France, quand j'ai un winner qui passe en France, la probabilité qu'il devienne winner dans le monde, voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de lancer partout? Le temps. C'est ce temps qui me tue. et justement, ouais, le temps c'est ultra important. Toi, sur quoi tu concentres ton temps actuellement? Voilà. Sur quoi tu concentres ton temps qui Alors, rapporte le plus? Le lundi. Alors moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de la routine. Ma vie est une routine. C'est pour ça que, si tu vois sur mes réseaux sociaux, les gens disent ouais mais Gab, on voit jamais son lifestyle. Moi, j'ai pas un Instagram de lifestyle. Pourquoi? Mais pas parce que je travaille. Parce que ma vie, elle est pas intéressante. Quand je vois un formateur, je vois son lifestyle. Ouais, c'est qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais mon sport, je fais ma boxe. Putain, tu travailles quand, mec? Non, mais je suis sérieux. Quand je vois les gens, ouais, business dinner, et ils se filment et tout, moi, quand j'ai un business dinner, c'est la personne, elle va chez moi parce que j'ai pas le temps. J'ai mon chef cuistot qui fait à manger pour moi, mon client. J'ai un de mon autre majordome qui ouvre le champagne et qui sert. On discute business. J'ai fini, la personne rentre chez elle. Mon majordome et ma cuisinière reprennent la table et je retourne taffer. Ça, c'est une vraie personne qui travaille. C'est pas intéressant, mais c'est une vraie personne. Maintenant, les gens qui sortent avec leur bagnole, voilà, j'ai fait ça, ou faire leur boxe. Moi, je joue au basket 3 fois semaine. Est-ce que tu crois que je me filme en train de faire du basket 3 fois semaine? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu comprends? Non, mais tu comprends ce que Je comprends. tu comprends? 100%. C'est comme les gars qui vont à la gym, qui vont à la salle de sport. Ils y vont 2 fois sur une année, et les 2 fois ils y vont, voilà, ils filment à mort. Hein. Keep motivation, hein, seul le travail paie. Ah ouais, là, le caption. Hein. Ouais. Et le mec, il a une boudine. Arrête tes conneries. Hein. Arrête. Hein. J'y crois pas à cette histoire-là. Mais non, mais c'est vrai. Après, Ouais, c'est non, leur business de 100%. filmer. Ouais. 100% après, je fais de la boxe, mais Non, il y a ok. aucun malentendu, mais Non, mais tu 100% d'accord avec Tu toi. comprends? Moi, je suis désolé, je travaille, j'ai pas le temps de me filmer tous les jours en train de faire mes activités. Je Mais suis désolé, j'ai pas le temps. Après, c'est ce qui attire. Tu vois, en fait, les gens, ils veulent une routine qui les permet de faire devenir millionnaires. Puis en fait, c'est le travail, C'est c'est pas les le même, connaissances. on cible pas les mêmes choses. Là, ils parlent de faire 100 millions à l'année. Et ceux qui se filment, etc., ils font des 100 000 par mois, ils sont contents. Tu vois, Mhm. Le truc du formateur, c'est quoi? Il se lève, il va déjà se filmer avec une tasse de café là, et il va montrer sa voiture en arrière-plan. Ah, les voitures, faut voir les voitures. Oh, les voitures. Ouais, ok. Ensuite, il va montrer qu'il se lève à 7h du matin après son café, et il va courir. Il se filme en train de courir. Il court. Puis il retourne à midi, il prend sa douche, il fait sa méditation. Dédicace à Ouais. tous ceux qui vont regarder ça, Ouais. qui le font. Oh voilà, j'ai fait ma méditation.
Puis il arrive au bureau, il va remontrer au bureau. Ouais, je suis arrivé au bureau. Il va prendre, je sais pas, un stagiaire à côté, il va montrer son stagiaire et il va montrer. Et puis, il va prendre 2-3 captures de son téléphone. Il va dire, voilà, hier, j'ai fait 10 000 euros de dropshipping. Et il va montrer, il va faire le refresh pour montrer que c'est pas fake. Regardez, les gars. Puis le gars, il travaille. Et puis le gars, il va montrer un business dinner après son travail. Il va au business dinner, il va filmer dans le plus beau restaurant, il va filmer son assiette. Il va dire, homard à 1 000 euros, regardez. Et puis, il a fini de manger, il retourne au bureau, il va se remettre 5 minutes sur sa table et il va refilmer le bureau en disant, regardez, je suis le dernier parti, tout le monde est parti, tout est éteint, regardez, c'est moi. Et puis le gars, il sort en bas, il a fini, il reprend sa voiture. Je vois même des gars, mais qui conduisent leur caisse, ils mettent leur caméra à l'extérieur pour bien voir qu'ils ont une Rolls, une connerie ainsi, et ils filment. Et puis ils rentrent chez eux. Et puis voilà. Le mec, il a travaillé 2 heures. Il va t'expliquer qu'il a travaillé comme pas possible. Il n'a rien foutu de sa journée. Et ce gars-là va t'expliquer comment il gagne des millions sur Internet. Mec, j'y crois pas à cette merde. J'y crois pas. C'est pas possible. Tu fais pas des millions en Internet en bossant comme ça, c'est impossible. Ou tu fais de l'affiliation, ou tu as des intérêts quelque part. Mais moi, je peux t'assurer, ça fait déjà 2 ans qu'on veut relancer notre format Success Academy. Et on est 2, hein. Il y a moi et Maxime, donc on n'est déjà pas tout seul. Et bien, même Maxime, en faisant que de la format, parce qu'il gère 10% de l'e-commerce, il n'a pas le temps de relancer la format. Parce que faire de l'e-com, c'est un métier à temps plein. Faire de la formation, c'est un métier à temps plein. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que moi, quand je vois des gens qui font du lifestyle, mais jamais de la vie, je vais acheter chez ces types-là. Après, c'est très rentable pour eux. C'est très rentable ce qu'ils font, ce lifestyle, de montrer ça. C'est très rentable pour eux, donc c'est pour ça qu'ils le font. Ouais. Mais après, derrière, la qualité qu'il y a à l'intérieur de la formation, c'est le jour et la nuit. En fait, il n'y a pas d'information. Excuse-moi de te couper. En fait, c'est très rentable pour eux parce que des débutants, des gens chez qui les gens veulent changer de vie, ce qui va les attirer, c'est de changer de vie. C'est-à-dire, c'est de leur montrer un lifestyle. Les gens, ils pensent même pas que c'est possible. Toi, tu as un autre niveau. Donc toi, tu vois parce que tu as du recul. Mais admettons, on se met à la place d'un débutant, de quelqu'un qui veut changer de vie. Ça, c'est le plus gros du marché, donc c'est ce qui est le plus scalable. C'est une personne qui travaille, qui est étudiant, peut-être qui regarde, et qui veut changer de vie. Donc, pour changer de vie, tu es obligé déjà de lui montrer son lifestyle. Donc, c'est pas pour défendre les formateurs, mais il faut déjà aussi comprendre que pour impacter une personne, il faut lui montrer que c'est possible. Et des fois, toi, si tu vas juste lui parler de ton travail et tout, ça va peut-être toi, tu seras celui il va apporter le plus de valeur, mais ça sera pas attrayant pour la débutante. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, et je fais quand même beaucoup les réseaux sociaux, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Être un influenceur prend du temps. Je ne vais pas te mentir, ça prend du temps. Moi, je préférerais, si moi, je devais acheter une format, parce que j'en achète beaucoup des formations. Ouais, mais voilà, ça, c'est super important. Ça, on peut juste le souligner parce que c'est un truc qui revient chez nous 4 qu'on est présents ici sur cette table. On adore acheter des formations, on adore se former. On prend tout ce qui existe. Et ça, c'est commun chez les 3. Toi, tu m'as dit pareil. Si tu peux juste nous parler de ça. Pour toi, comment ça se passe au niveau des formations ? Alors moi, j'achète beaucoup aux États-Unis, parfois des formations de francophones. Moi, j'achète rarement des V2, parce que les V2, généralement, sont du réchauffé de la V1. Et quand tu es formateur, tu as du mal à... Comme je dis, c'est un métier à temps plein. Donc la V2, généralement, est moins bonne. Donc généralement, ce que fait un formateur, c'est qu'il a vraiment lancé son business et puis il en fait une format. C'est pour ça que la V2, généralement, il n'a pas relancé un business pour faire une V2. C'est pour ça que je suis toujours plus tatillon d'acheter une V2. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a des millions de façons de faire de l'argent sur Internet, même en dropshipping. Ma façon de fonctionner est différente de la tienne. Ma façon de fonctionner est différente de la tienne. Tu fais de l'argent, tu fais de l'argent, je fais de l'argent. Ça veut dire que je n'ai pas la science infuse. Ça veut dire que si toi, tu as une format, et comme je sais que tu fais de l'argent, ça me donne envie de l'acheter. Pas parce que je me dis que tout va m'aider. On s'en fout. Quand tu fais déjà des millions tous les mois, on sait très bien que tout ne va pas t'aider. Mais par contre, si tu as une information que j'ai pas, que je peux lancer dans ma boutique, c'est pas un scale de 1 000 euros qui va se passer. C'est un scale qui va peut-être me faire 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. Et ça en vaut la peine. Tu comprends ? C'est pour ça que moi, j'aime bien acheter des formats. Parce que même si j'apprends rien, mais qu'il n'y a qu'une petite info, par exemple, moi, les Perfmax, j'ai acheté une formation, elle coûtait 3 500 euros. Je la lisais, j'ai rien. Et puis, on arrive au dernier chapitre, il y avait une petite info que j'ai vue dans une capture d'écran qu'il a mis dans sa format. Et j'ai dit, il faut que je lance. Et ça a fait décoller mes Perfmax. Ben, ça les valait. Ça les valait. Et c'est ça qui est très important, c'est si tu n'achètes pas des formats, oui, tu peux apprendre par toi-même, parce que tu as toujours des petits malins. Ouais, mais toutes les infos, on les trouve sur YouTube. Non.
Tu peux trouver les infos peut-être séparées d'une chaîne à une autre sur YouTube, mais tu n'as pas le canevas total de cette formule, plus cette formule, plus cette formule, plus cette formule, pour arriver au résultat. Et c'est là que les gens se trompent en disant on trouve l'information gratuite sur YouTube. Non, tu trouves des petites choses sur YouTube. Moi, je regarde beaucoup de YouTube. Moi, quand je voyage en avion, je fais 10-15 heures de vidéos YouTube, quand je n'ai pas de format à lire, d'infos séparées. Mais il ne faut pas oublier que moi, quand je regarde une vidéo YouTube sur Google Ads, j'ai quand même tout le process dans ma tête. Donc, je sais la petite info qui va sortir, je vais pouvoir la reprendre. Mais un gars qui ne connaît rien en Google Ads et qui va me dire « Non, Gabriel, je peux tout trouver sur YouTube. » Vas-y, ouais, pas de souci. Et du coup, tu te formes comment journalièrement? Non, pas journalièrement. Moi, je le fais quand je pars beaucoup en voyage. Ok. Quand j'ai 10 heures d'avion directement, ou même 8 heures, 4 heures, direct. Si je vais quelque part, ou si par exemple je vais au paddle, par exemple, j'ai un chauffeur. Le chauffeur me conduit, moi je suis à l'arrière, je suis avec mon iPad et je fais 1 heure ou 30 minutes de format. Mais par exemple, tu disais justement il y a 2 semaines, l'algorithme Google a changé. Mhm. Est-ce que par rapport face à une situation comme ça, toi, tu vas aller chercher justement des formations pour recomprendre comment il fonctionne, ou alors tu vas vraiment en interne aller chercher toi la solution tout seul? Tu peux pas faire en interne parce que ça veut dire que si c'est nouveau que l'algo il a changé, ça veut dire que tant le formateur que moi, on est tous désarmés. Donc si le formateur en 2 minutes il a déjà trouvé la solution, soit je suis con, soit il l'a pas trouvé. Mais je me considère pas con. Donc non, je vais certainement. S'il y a une urgence comme ça, je vais pas acheter une format. C'est pas possible. C'est parce que personne n'a la science infuse. Donc non. Par contre, j'ai utilisé beaucoup de ChatGPT. Donc j'ai donné l'info à ChatGPT. Je dis voilà, l'algo a changé là. Voici ma catégorie, voici ma formule, ChatGPT ne va pas me donner la solution. Par contre, je lui dirais écoute, moi j'envisage de faire ça. Et c'est le preview que tu dois utiliser de ChatGPT, pas le 4 ou le 4.0. C'est le 4.0 preview, je pense, ou infini ou quelque chose comme ça. C'est le preview, celui que tu peux utiliser qu'une fois toutes les semaines quand tu as. C'est celui qui réfléchit. C'est celui qui Voilà, réfléchit. ouais. C'est celui-là. Non, Ouais, les ouais. autres, tu peux oublier. Pour Ouais, ça, ouais. ça sert à rien. Et là, je dis voilà, l'algo Google a changé. C'est comme ça. J'envisage de faire ça. Est-ce qu'il y a un risque de cannibalisation? Est-ce qu'il y a un risque de ça? Est-ce que mon CPC va s'envoler? Et il me dit, voilà, écoute, oui, Gabriel, le CPC va s'envoler à cause de ça. Mais il ne va pas me donner la solution. Il va me dire pourquoi il peut s'envoler. Et c'est à moi à lui dire, et ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Si on plafonne le CPC là, si on part au CPA avec du RAS, enfin, je suis désolé, ça part dans le technique. Jusqu'au moment où ChatGPT va dire, là, oui, tu es bon. Là, ChatGPT m'aide beaucoup. Encore une fois, c'est ça que j'adore, d'accord? Donc, je n'ai pas acheté une format pour me sauver de l'idée. Par contre, par exemple, ici en Black Friday, tu as des gars, ils vont lancer des formats d'office de ce qu'ils ont appris sur un an. Là, j'ai toutes les achetées parce qu'elles sont toutes en réduction. J'ai peut-être que 9 sur 10 ont de la merde, mais je vais espérer trouver ce qui me manque. Donc, voilà. Je t'ai coupé sur ce que tu voulais dire justement par rapport aux formations, on parlait du lifestyle, etc. Tu voulais juste continuer? Ouais, moi, je fais pas mal de réseaux sociaux. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien faire des podcasts, que j'utilise les podcasts pour faire du réel, parce que j'aime bien parler de... Tu peux mentir sur du lifestyle. Tu peux mentir. Par contre, parler dans un podcast de ton savoir. Et en fait, nous, on utilise, donc pour les gens qui s'intéressent, vous allez sur Gabriel DXB, mon Instagram, vous allez voir que je parle dans des podcasts, mais on voit beaucoup de lifestyle dans mes podcasts. De lifestyle. Donc, en fait, il y a toute une banque sur les 3 dernières années. Donc, j'ai des gens qui me filment quand je vais quelque part, etc. Et en fait, on met tout dans un Google Drive. Il y a plein de lifestyle dedans. Donc, ce n'est pas du lifestyle journalier. C'est une banque de vidéos. Et là, c'est mes vidéastes qui, quand ils font le podcast, ils mettent du lifestyle dedans. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus puissant parce que tu comprends que j'en vis de mon business. Ça ne me prend pas de temps. Parce que, par exemple, si je fais un podcast, mais ici, le podcast, quand je vais faire des shorts avec, je vais avoir pour 30 jours de contenu. Donc, en fait, tu parles 2 heures pour avoir 30 jours de contenu et on le fait le week-end. Donc, ça ne prend pas mon temps de travail. Donc, ça, c'est parfait. Donc, les gens vont voir du lifestyle qui ne m'a pas pris de temps, plus mon expertise. Donc, c'est intéressant. Et donc, la personne, je vais avoir plus de chances qu'elle se dise, OK, le gars a de l'argent et il a de l'expertise. Alors que moi, du pur lifestyle d'un gars qui en fait tous les jours, avec son propre contenu, je sais que ça lui prend trop de temps. Je sais que la personne n'a pas le temps de travailler sur son projet. Donc, je sais qu'elle va mettre tout dans le bling-bling. Et donc, en fait, elle va te vendre une idée, mais là, elle va te vendre une bonne forme, mais le fond en lui-même de ce qu'il va te vendre ne va pas être bon. Est-ce que toi, tu ne penses pas qu'il y a des gens, par exemple, qui ont mis en place des CEO, des COO, vraiment une équipe vraiment de A-player, comme on dit, et en fait, qui peuvent vraiment passer genre 10% de leur temps ou 20% de leur temps sur leur business, et à côté, justement, ils ont du temps pour former des gens ou créer d'autres entreprises? Mais
avant de former quelqu'un à quelque chose, tu dois avoir eu l'expertise de le faire. Donc ça veut dire que si je travaille plus que 2 heures par jour au lieu des 8 ou des 10 que je tape à l'heure actuelle, dans les 2 heures par jour, tu as quand même un peu de routine à gérer parce que tu as toujours un ou deux problèmes que tes employés ne savent pas gérer. Même si tu as un CEO qui est super bon, il y a toujours une petite partie. À partir du moment où tu travailles plus que 2 heures par jour, quand l'algo Google se met à jour, tu fais quoi? Vu que tu n'es plus du tout dans ton business, tu sais plus ce qui tourne, tu sais plus trop comment ça fonctionne. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est vraiment... moi, par exemple, ici, quand les prix ont explosé, que je t'ai dit que mon fournisseur, il montait ses prix petit à petit, c'est parce que je m'étais souvenu de ce produit-là que j'avais corrigé, je m'étais souvenu du prix que j'avais mis à l'époque. Et je dis, mais c'est bizarre, le prix, il est monté. À partir du moment où tu corriges plus rien par toi-même, que tu sais plus tes prix, que tu sais plus ce qui se passe, tu te rends compte comment. S'il n'y a pas d'évolution, il n'y a que de la dégradation, quoi. En fait, c'est ça. C'est que Moi, soit on évolue, soit on se dégrade. Moi, en Internet, oui. Pardon. Maintenant, moi, j'ai pas mal de biens immobiliers où je fais de la location short terme ou de la location long terme. Et là, c'est quand même un business qui est très simple. Je veux dire, tu as déjà trouvé un locataire et c'est tout. Donc ça, tu peux le déléguer. Mais Internet, c'est comme si, je te disais, à l'heure actuelle, j'utilise pas l'intelligence artificielle parce que je travaille que 2 heures par jour et que j'avais pas besoin de l'apprendre. Mais c'est méga intéressant ce que tu dis, parce que souvent on parle du fait de vouloir placer des CEO, pouvoir un peu se libérer certaines tâches. Et en fait, on est face à quelqu'un qui a créé un empire et qui nous dit, en fait, les gars, c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Ça dépend. Si demain, tu me dis, voilà, Gabriel, on vise à plus faire 20 millions par an, mais on vise à faire 1 million par an. Ah ouais, là, je peux le déléguer. 1 million, si je n'innove plus rien, mes algorithmes sont tellement évolués, j'ai tellement de produits dans mes boutiques, mais mon abonnement, il est déjà là, tout est déjà là. Ouais, je peux tenir 10 ans à 1 million par an. Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors peut-être cravacher encore 10 ans et de faire 20, 30, 40, 50 millions et à dire allez, maintenant je me taille, c'est fini. Ou de dire je vais mettre un CEO et je vais prendre moins. Voilà, maintenant tout business s'optimise. Mais ce qui fait aussi qui fait qu'on est le plus gros dropshipper de France, c'est cette passion que j'ai en moi de... Ça me botte comme au premier jour. L'adrénaline. Ouais, clairement. De trouver des nouveaux réseaux, de nous arriver, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ouais. Je pense, pour rebondir à ta question, il ne faudrait pas engager un CEO pour gagner du temps, mais pour que le business puisse aller chercher plus de résultats. Si tu engages un CEO pour juste gagner du temps, je pense qu'il y a un problème là-dedans. Parce que dire, toi, qu'est-ce que tu vas faire derrière? Mais si toi, derrière, son but, c'est la stratégie, c'est la vision, puis il te faut quelqu'un pour l'opérationnel qui va être encore peut-être meilleur que toi, je pense c'est ça l'optique. Ouais. Moi, j'ai une personne dans mes équipes, là, il m'a fallu longtemps, je l'ai commencé il y a 6 mois, c'est une personne qui fait que de la recherche d'images dans mes produits drop. Intéressant. Elle fait que ça. Donc c'est quoi, en plus précis, son boulot, c'est... En gros, donc on a la fiche du concurrent, on l'a donné au rédacteur, on a donné au fournisseur, enfin à la personne qui a négocié les prix, la vidéo, et puis j'ai une personne qui passe, qui fait que de la recherche de plus belles images, pour faire du branding, entre guillemets, et qui fait des montages, et qui est prêt à upload les images. J'ai un bon tips pour ça. Je sais pas si vous le faites déjà, mais en tout cas dans le fashion, parce que moi je fais pas mal de fashion, c'est que tous les produits qu'il y a sur AliExpress, ces marketplaces chinoises, etc., il y a des marketplaces qui sont similaires en Russie. Et en Russie, le problème de ces marketplaces, c'est que AliExpress est très connu. Et du coup, ces marketplaces russes, elles font un travail énorme sur toutes les images produits, les photoshootings, etc. Et du coup, il y a Wildberry, il y a d'autres sites comme ça, où c'est qu'il y a exactement les mêmes produits d'AliExpress, mais avec des photoshootings incroyables, que même avec Facebook, ça fonctionne, en vidéo ads, et des images russes exceptionnelles. Et on dirait que c'est un photoshooting français, etc. Et même dans les avis, c'est des avis qui sont justement des personnes qui sont russes et pas chinoises. Et du coup, ça paraît vraiment européen. Je sais pas si... Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or, ce qu'il vient de donner, là. C'est de l'or, parce que j'ai des boutiques de vêtements, donc ça, on a commencé à utiliser. Franchement, c'est... Ça, pour mettre un peu plus de contexte, on en discute avec Nico, parce que Nico l'a payé, cette information-là. Donc, elle a payé cher. Donc, ce qu'on vous balance là, ça vaut cher. Ça, c'est un game changer. Un autre tip, ce que nous on fait et qui marche très bien, c'est que sur Temu, travaille très bien aussi les images. Temu ont des très bonnes images, et quand tu vois un best-seller avec des images Temu, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont allés sur Temu, ils ont acheté par rapport à ces images-là. Donc des fois, c'est bête de ne pas les utiliser. Temu, ils font du bon travail aussi. Temu, ils font un excellent travail. Pour revenir sur les sites russes, il y en avait 4. Il y a Wildberry, Lazada et Yandex qu'on avait utilisé. Écoute, ça, je les regarderai ce soir et j'aimerais peut-être à mes équipes parce que c'est intéressant comme quoi. Et ce que je voulais revenir, c'est qu'un truc très intéressant chez toi, c'est que tu as des employés pour une petite part du travail
et au moins tu t'assures que c'est bien fait. Donc si tu peux juste nous en dire un peu plus sur cette méthode. Oui, alors ça c'était marrant. J'avais été à Paris il y a un an en tant que speaker parce que les gens, j'ai compris qu'ils n'arrivaient pas à scaler parce qu'ils n'arrivaient pas à engager. Parce que les gens recherchent toujours la pépite, le meilleur employé possible, qui est multitâche, qui fait tout. Moi, j'ai toujours fonctionné à l'inverse parce qu'un employé qui fait tout, qui est super bon, il sait qu'il est indispensable à la boîte. Quand ton employé sait qu'il est indispensable à ta boîte, c'est problématique. Parce que, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va te demander une augmentation. S'il est malade, tu es dans la merde. Et 2, il peut relancer ton business, en fait. Les gens, ils pensent pas beaucoup, mais quand tu as un dropshipper, un employé, il sait tout faire, la fiche produit, trouver le fournisseur, faire les photos, faire les pubs et tout, en quoi il a besoin de toi, en fait? Et moi, j'ai mon pote canadien, justement, qui s'était fait avoir comme ça. Il avait tout délégué, justement. Il ne travaillait plus dans ses boutiques. Et du jour au lendemain, il a appris que ses employés se barraient et ils avaient recréé les boutiques derrière. Et c'était fini, en fait. À partir du moment où tu n'es plus indispensable à ta boîte, c'est la mort de ta boîte, en fait. Parce que ça veut dire que la personne peut partir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Toi, tu fais la description. Toi, tu fais la vidéo. Toi, tu fais les images. Alors, la recherche des winners, c'est toujours moi. J'ai jamais appris à personne, ça, jamais appris. C'est mort de chez mort. Je te l'apprendrai pas. Google Ads, la personne qui fait les ads, elle comprend comment faire l'Ads, mais elle comprend pas comment je la fais. D'ailleurs, c'est la personne qui fait mes ads, c'est une Philippine qui parle pas français. Donc, elle fait du copier-coller des textes et moi, je change juste le texte, mais elle capte pas. Donc, elle ne saura pas lancer le produit. Donc, ça, c'est parfait. Et en fait, à un moment donné, quand tu as plein d'employés qui font monotâche, ça te coûte beaucoup moins cher. 2, si tu dois trouver une deuxième personne pour la même tâche, tu ne dois pas la former, tu demandes à l'employé de la former elle parce qu'elle fait que ça. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et 3, comme les gens savent qu'ils ne sont pas indispensables, ils ne te mettent pas sous pression. Et donc, moi, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on en a plus de 125. Alors, j'allais dire que je n'avais pas de licenciement. 125 125 employés maintenant. Ouais. J'allais dire que je n'avais pas de licenciement, mais on a viré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Donc, je ne vais pas te mentir. Justement, cette personne qui pensait être indispensable, voilà, j'ai toujours été là pour toi pour ça, et pourquoi tu ne me donnes pas ça? Et moi, quand tu m'emmerdes, moi, je ne suis pas une ONG. Voilà, je suis honnête avec toi. Je suis là pour faire du cash. Les 125 personnes qui travaillent pour moi, elles ne le font pas pour mes beaux yeux, elles le font parce qu'elles sont payées en temps et en heure et qu'elles ont un métier stable. C'est tout. Et en termes de structure, comment est-ce que tu as structuré tes équipes? C'est exactement ça que je veux. Alors, j'ai toutes les personnes qui font la rédaction de fiches produits ensemble. Donc, je paye une personne et elle redistribue toutes les autres personnes. Pareil, pour les personnes qui font du service après-vente, j'en paye une, elle redistribue à tout le monde. C'est la manager de Ouais, tout. c'est ça, celle qui les a. Mais en termes techniques, tu organises ça sur un Google Sheet, sur un logiciel? Comment tu organises que ça se passe bien? Skype? Ouais. Ok. Tout le monde a le groupe Skype. J'ai juste une personne, son métier, c'est de vérifier ce que mes managers font. Et les managers ne savent pas qui c'est. Et donc, tu as des Google Drive, elles vérifient ce qui se passe. Tu pourrais nous expliquer justement la logique du fait qu'ils ne se connaissent pas entre eux? Non, ils ne se connaissent pas entre eux. Ça veut dire que la personne qui négocie avec les fournisseurs ne connaît pas la personne qui fait les fiches produits. La personne qui fait les vidéos ne connaît pas la personne qui les écrit. Donc, tout est séparé, en fait. En fait, tu as vraiment fait des pôles, en fait. Plein de pôles différents. Ouais. Et il y a une personne qui gère tous les pôles, mais personne ne sait. Non, j'ai 6 personnes qui s'occupent de chaque pôle. Et j'en ai encore une au-dessus qui vérifie ce que les 6 personnes font. Mais aucune des 6 ne la connaît. Waouh. Ouais. Et cette personne-là revient vers moi en disant attention, là, on a un peu de retard sur le support client. Et cette personne, tu l'as recrutée comment? Parce que elle aussi, c'est une pièce maîtresse. Ouais, quand même. Upwork. Ah ouais. Et la confiance, elle est montée. Avec les années, au début, elle faisait une tâche de merde. Ok. Et puis, voilà, ça a été ok. Voilà, maintenant, tu peux monter en grade. Ouais, bien sûr. Alors aussi, ce qui est pas mal, c'est d'engager des familles complètes. parce que C'est 2 parents, les 2 enfants. Non, c'est très intéressant. Famille en mode on parents. prend la mère, le père. Ils sont skin in the game, tu nourris la famille. Ouais, tu nourris la famille parce que même si tu en vires un, mais les 3 ans ne vont pas foutre la merde parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans la famille. Donc en fait, la personne, tu n'as jamais ce problème d'une personne qui va foutre la merde. Et puis ils vont l'engueuler aussi, ils vont dire allez, bon, maintenant tu bosses, tu vois, parce que sinon on est dans la merde. Et alors, c'est pas mal aussi un petit tips. Par exemple, j'ai des rédacteurs chez moi. J'en ai une qui travaille pour moi depuis 2015. Elle est là depuis le début. Et je lui dis écoute, maintenant tu vas me trouver une personne de plus, j'augmente ton salaire de 25 €. Et je veux dire, c'est toi qui vas la former. Et en fait, elle a la pression de m'envoyer quelqu'un de mauvais. Parce que c'est dit, et en plus de ça, elle a les 25 € de surplus, qui toi, en fait, t'as rien du tout. Et en fait, la personne est augmentée comme ça. Elle va trouver la meilleure possible. Mais généralement, elle va retrouver une sœur, une cousine, une tante. Et en fait, tu crées tout tout un univers où tout le monde dépend de toi. Mais tu peux pas trop faire chier parce que c'est toute la famille. Et voilà. Et ça fonctionne comme ça. Ouais.
Super intéressant. C'est un peu out the box de ce que les autres font et j'aime bien. Ouais, bah en fait, enfin, c'est ce que j'avais déjà dit. Il n'y a mais pas de culture entreprise. Non, non, moi j'ai pas C'est ça parce visé. que Bah, ici, ils ont leur salaire à la fin du mois et qu'ils savent qu'il n'y a pas de délai, il n'y a que pas de délai. s'ils font leur travail, ils ont le salaire. En soi, il n'y a pas de raison que C'est le tout. Mais travail n'est pas maintenant, fait. tu sais, je sais très bien que mes employés n'ont pas 8 heures de travail par jour. Je le sais bien. Tu les traques? Je m'en fous. Mais tant qu'ils font ce qu'il y a à faire, c'est. Tant que la c'est tâche bon. est faite, Ouais. on s'en fout. Parce que peut-être toujours des périodes mortes où ils ont moins de travail, mais en Black Friday, ils vont devoir travailler comme des chiens, les pauvres. Parce que. Mais non, mais c'est vrai, parce que Ouais. ton nombre C'est de pareil, commandes va monter, etc. Tout le monde va être sur le qui-vive. Là, on a déjà nos premières campagnes Black November qui sont parties. Donc voilà, mais ils le savent. Donc, moi, traquer à l'heure et tout, non, ça m'intéresse pas. De toute façon, tu les payes tellement moins cher qu'en Europe. T'emmerdes pas, tant qu'ils font leur travail, c'est bon. Hmm. Donc voilà. Ça, tu te le permets aussi parce que tu as une énorme équipe, du coup. Oui, et puis que je vois, c'est comme, allez, c'est comme si tu as un resto chinois, d'accord? Tu vas au resto chinois, tu auras toujours des clients qui vont prendre à mort du bœuf ou de la viande. Sur ces cas-là, tu vas peut-être rien gagner. Mais tu en as plein qui vont peut-être prendre qu'une assiette avec un petit peu de bœuf et beaucoup de taboulé. Le taboulé, ça coûte rien. Et en fait, c'est sur la masse de clients que tu gagnes. Moi, j'ai peut-être des clients sur mon abonnement où je perds de l'argent parce qu'ils commandent, ils commandent, ils commandent, ils commandent et que je fais pas de marge et que je vends sur le marché. Mais en fait, c'est pas lui qui me fait gagner. C'est tous les abonnés chez moi qui rachètent pas parce qu'ils oublient ou parce que ils ont pas besoin de racheter un produit tous les mois. Ouais. Tu vois? C'est le même procédé. Ouais. Ok. Moi, j'ai une question pour vous tous. Là, récemment, qu'est-ce que vous avez appris ou mis en place dans votre business qui a pu rapporter gros? Quels tips, insights vous voudrez partager? Un truc qui est arrivé récemment, sur ces dernières semaines, derniers mois, qui a apporté un gros résultat que vous pourriez partager ici, maintenant. Moi, c'est une stratégie TikTok Ads. Parce que sur TikTok Ads, beaucoup de personnes se plaignent de l'insta. Enfin, que c'est pas stable. Tous les 3-4 jours, 4-5 jours, les résultats ils chutent, etc. Et c'est une strat que j'ai payé à un media buyer qui est expert Google Ads, TikTok Ads et qui gère des marques qui se plaignent énormément. Et c'est justement la strat BidCap qu'on avait vu ensemble. Et c'est justement le fait d'utiliser les BidCap. Donc de faire des testings. Enfin, votre testing, vous le faites en CBO normal. Et quand ta CBO normale, elle est gagnante, tu vas dupliquer dans une campagne BidCap. Tu vas essayer de trouver ton bid gagnant. Donc, tu peux dupliquer genre 1 à 10 ad 7. Tu vas faire ad 7 1, tu vas mettre le bid à genre 10. Et ad 7 10, tu mets le bid à 20. Et tous les de 1 à 10, tu mets de 10 à 20 pour le bid. Mhm. Donc, ça veut dire que tu auras 10 bids différents. Et le bid qui va te rapporter le plus de ventes, tu vas dupliquer. Par exemple, c'est le bid numéro 13. Tu vas dupliquer cet ad 7-là 10 fois aussi. Et tu vas mettre 13.10, 13.20, 13.30 jusqu'à 13.9. Et quand ça c'est rentable, tu dupliques ça toutes les 48 heures. Et là, on est en train d'avoir des résultats qui sont beaucoup, beaucoup plus stables que quand on faisait pas cette stratégie de BidCap. Donc, moi, c'est ça que récemment, j'ai mis en place avec TikTok qui fonctionne très bien. Mais quand tu dis que tu redupliques en permanence, une fois que tu as trouvé ton 13.1 jusqu'au 13.9, Ouais. tu vas encore Donc- redupliquer, mais tu vas mettre quoi? Encore 13.1? Alors, par exemple, j'ai de 13.1 à 13.9. Ben, forcément, il y a quand même encore là des bids qui sont encore qui sont gagnants aussi. Donc, tu as par exemple 13.20 qui est gagnant. Et quand je duplique celui-là, je duplique 13.21, 13. Jusqu'à 13.29, toutes les 48 heures, toutes les 48 heures, c'est ce qu'on fait. On met 1 à 2 créatives et ces créatives-là, elles tiennent. Donc, c'est notre Ok. stratégie du moment. Ça fonctionne très bien pour TikTok fou, Ads. ça. Sur Facebook aussi, ça fonctionne. Facebook, j'ai pas encore Mm. beaucoup utilisé ça. Après, c'est juste sur Facebook, il y a beaucoup plus de. Les enchères varient beaucoup plus. C'est-à-dire que tu as un bid qui est à temps, et ben après, si ça arrive le week-end, le bid va monter. C'est-à-dire si tu t'adaptes pas, si t'as pas une certaine expérience technique, tu vas pas réussir. Ouais. Mais ça marche aussi bien le bid sur Facebook et le cost cap par exemple sur Facebook pour tenir des advantages, c'est le meilleur truc qui existe honnêtement. Toi, tu travailles en ROAS ou en CPA sur les advantages? En coût par achat ou en maximisation des conversions. Mais c'est fou ça, parce que allez, les advantages, tu mets beaucoup de produits dedans, tu le mets tout seul, comment tu fonctionnes?
Nous, que actuellement, on est sur plutôt peu de produits. C'est-à-dire, on maximise le marketing sur un seul produit pour milquer toutes les audiences du produit. C'est un peu actuellement les stratégies actuelles. Donc toi, tu fais une advantage sur un seul produit alors. Ouais, un seul produit. Et en fait, les créas, c'est les angles marketing. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Parce que nous, je te le dis vraiment, parce que bon, voilà, je suis bon en Google Ads, mais Facebook Ads, je ne veux pas te mentir, on se ramasse total. Ce qui est assez bizarre, parce que généralement, les dropshippers, c'est l'inverse. Nous, on a des advantages qui tournent. En dropshipping, maintenant, on est quand même sur 9 mois de test. Facebook? Ouais, ça prend pas. Bah, Mais on est sur du multi. Ouais, Mais c'est- on avait testé des advantages en mono avant de passer en multi. Ça n'a pas été. Mais alors, ça veut dire quoi? Que tu fais une Facebook Ads avec un seul produit dedans, avec un groupe, un produit? Ou alors, mais non, parce que tu es limité au nombre de campagnes. En fait, Tu peux en faire chez ça. je pense que là, tout ce qu'on parle, ça change rien tant qu'on n'a pas un produit qui est validé et des créas. C'est-à-dire, souvent, les gens, ils ont un produit qui est validé, Ah, puis t'as après, c'est raison, les créas. mais il a raison. Sur C'est Facebook, que les créas. c'est les créas. Maintenant, c'est les Ouais. créas. Parce que Facebook, comme on a dit, c'est le numéro 1. C'est-à-dire, tout le monde est dessus. C'est devenu ultra compétitif. Bah, Du coup, oui, plus c'est hein. compétitif, plus le niveau monte, plus il faut être. Donc, toi, tu pars vraiment sur une advantage, un produit, et tu fais des créas à mort dedans. C'est ça. Et Après, Advantage, 3 tu peux faire batchs. aussi une CBO. Qui sont des angles marketing chaque fois. En fait, il y a plein de techniques, mais souvent, les gens ont plein de techniques qui marchent, mais c'est pas les techniques, c'est derrière faire des bonnes créas. avoir Est-ce que ça fonctionne avec toutes les niches, ce que tu fais là? Par exemple, moi j'ai du fashion qui tourne aussi bien. Moi, c'est juste pour 80% de mes ads, c'est des images en ce moment, avec le fashion qui tourne. Et c'est des images qui sont un peu comme la strat de Gabriel, la reprise, enfin mass testing, et ça fonctionne très bien. Ouais, parce que tu vas toucher les gens qui veulent acheter le produit. Ouais. Donc ça va très bien marcher, une image va être très bien parce que les gens connaissent un t-shirt. Ils n'ont pas Ouais. besoin d'être éduqués sur le t-shirt. C'est vrai, ça. Mais après, quand tu veux toucher ceux qui n'avaient pas pensé à acheter un t-shirt, Ouais. c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Ouais, tu c'est peux, vrai. mais il faut être très chaud en marketing, très bon en créa. C'est vrai. En fait, on revient, c'est juste sur la base du marketing. Ouais. Et lui, sur ce qui se concentre avec Google, c'est qu'il va venir toucher des gens qui veulent acheter, mais tu as un bassin qui est plus serré, mais comme il fait beaucoup de produits, ben, il maintient des résultats incroyables sur toute la base de la pyramide, ce qu'on a discuté durant le premier podcast. Ouais. Ça veut dire que toi, ta stratégie, elle doit fonctionner quand même avec des produits bankable, quoi. Pas sur une. Des Moi, très produits, scalable, ouais. ouais, exactement. C'est normal, ça a du Mais sens. tu vois, Mais sauf moi, que- je suis j'arrive à un stade, c'est que je dois me diriger plus sur après élargir horizontalement. Ça, c'est bien de milquer un produit, c'est bien de faire 100 KD avec un produit, on l'a fait encore cette année. Mais après, derrière, c'est plus dur à tenir un produit à 100 KD continuellement que faire plusieurs produits en réduisant, Ouais. de faire plusieurs produits. Ouais, ça a du sens. Mm. Ok, bah, c'est intéressant, j'ai encore appris des choses. Super. Toi, t'as rien dit par contre. Mm. C'est quoi que tu nous proposes Moi, ça va être, Non, parce que j'ai de l'info là, j'ai de l'info là, je me dis, merde, il en manque un. moi, ça va être principalement en fait aussi par rapport à Facebook Ads où maintenant moi c'est que du broad et en fait mes angles marketing ça va être mes créas. Donc je vais pas Ouais, amener c'est quelque chose en magnifique. plus, mais c'est vraiment un déclic que j'ai eu et C'est magnifique. Et voilà. Comme quoi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu vois, quand tu me dis, on a fait le tour du drop. Bah, On a jamais justement, fait quand on parlait de passer de 20 millions à 100 millions l'année, par exemple, quand je vois Timu, parce que tu avais pris cet exemple, j'ai vu le nombre d'impressions qu'ils ont sur Facebook Incroyable. Ads, il est énorme. Incroyable. Et du coup, tu as du chemin à faire vu que eux ils sont sur Facebook et tu veux le concurrencier. Donc, Incroyable. on va s'y c'est mettre. c'est ça que je dis toujours. T'as beau être le plus gros, t'es le plus gros de qui, de quoi, par rapport à qui. Donc non, mais même, rien que tu vois, rien qu'ici, ce podcast, j'ai appris plein de choses. Ça me remet, tu vois, j'ai envie de lancer là, tu vois. Je me dis putain, Ouais. j'ai pas de TikTok, j'ai pas de Facebook, allez, fais chier quoi. Tu vois, Et nous, inversement, j'ai tu pas de vois. Google, j'ai tu vois, pas. tu vois, et donc voilà. Non, Mais du coup, pour des gens qui connaissent beaucoup Facebook Ads, toi qui es sur Google, tu donnerais quoi comme tips? Shopping. Et c'est quoi tes tips par rapport aux pages produits, au prix? Est-ce qu'il y a des techniques, des Tu stratégies? lances une campagne shopping manuelle par Performance Max. Tu lui demandes un retour sur ad spend de ce qui est important pour toi. Tu prends tes meilleurs produits qui fonctionnent en Facebook. Tu les balances dedans. Tu laisses l'algo tourner tout seul et c'est fini. Et comment être les numéros 1 par rapport à la concurrence? Par exemple, il y a 10, 15 stores Google qui vendent ces produits. Comment je vais faire pour sortir du lot? Mais, alors, moi, c'est assez marrant parce que en shopping, tu as les vignettes. Enfin, tu vois l'image, Mhm. le nom du produit. Alors, je suppose que quand vous faites pas mal de Facebook Ads, bah, vos images, elles ne doivent pas être pourries. Mhm. Donc, rien que ça, si tu mets l'image de ton variant qui est plus beau, plus belle que celle que les autres, déjà, ça va attirer plus. Comme un mock-up. Ouais, un mock-up, par exemple, tout à fait.
Donc, alors, tu oublies aussi une chose, c'est que si tu vends déjà ce produit en Facebook Ads, mais ça veut dire que ta page produit, elle est bonne. Donc, quand tu me dis, oui, tu vas te démarquer de comment des autres, j'ai tendance à dire que si tu es winner Facebook Ads, la probabilité que tu sois rentable en Shopping Ads, elle est quasiment de 100%. Vu que toi, tu arrives déjà à convaincre des gens qui n'étaient pas au courant qu'ils devaient acheter le produit. Donc, imagine les gens qui veulent l'acheter. Non, moi, Shopping, ROAS, avec le ROAS que vous avez besoin, plus une belle image, plus votre page produit qui fonctionne déjà en Facebook Ads, je ne vois pas comment ça ne marcherait pas. Ok. Tu aurais une bonne formation à conseiller? En Google Ads? Ouais. Je suis désolé. non. Pour mon média buyer, déjà, on a un média buyer. Qu'est-ce que je peux le faire pour. Parce que je lui donne des formations, mais ça serait quoi que je pourrais lui donner pour vraiment qu'il atteigne ton niveau? La formation Google Ads. Qui se Ou des rapproche de tips. ton niveau. Ouais. Ouais, je pense qu'il n'a pas une formation Google Ads, vu qu'il en a pris, Ouais. il en a pris tellement Ouais. de C'est place. vrai, t'as raison. Vraiment, comme je t'ai dit, avec le Shopping Ads, rien que s'il le fait, même en activant, si c'est un winner, le réseau externe, tu as le réseau Search Partner, c'est une des options. Si c'est déjà un winner, tu vas déjà en vendre. hein. Tu vas déjà en vendre. Et en plus, ça va te prendre 0 temps de gestion. En fait, c'est toujours ça, en fait. C'est ce truc-là. Et puis pareil, je vous conseille, si vous faites vraiment parfois des produits ou scaler comme des porcs, le Criteo, il a beaucoup de sens pour vous. Quoi. Pour moi, il aurait beaucoup de sens pour vous. Ok. Et Criteo, comment s'inscrire? C'est quoi le chiffre d'affaires mensuel minimum 30 000, je pense. 30, ok. 30-40 000, pas C'est plus. quand même accessible. On mettra le lien dans la Ouais. description. 30-40 000, ouais. De Ok. mémoire. Parce que moi, je suis chez eux depuis des années, mais Et- même avec les chiffres que vous m'annoncez, il n'y a pas de raison. Une personne qui fait, disons, 1 000 € par jour, c'est quoi avec Google Ads et qu'il aimerait faire 10 000 € par jour? Pour une personne qui a un généraliste dans ce cas-là et une personne qui est sur juste un produit, c'est quoi les conseils? Généraliste, c'est toujours continuer à lancer du produit. Ouais. Parce que, en fait, en lançant plus de produits, tu augmentes ta demande potentielle, vu que c'est des produits différents. Même en vêtements. hein. Et toi, en termes de team, les gens qui importent des produits, il y a combien de personnes dans ta team qui importent du produit tous Pour les que jours? du produit, pas tant que ça. 8. Et une personne peut importer combien de produits par jour? En vêtements, beaucoup. Par exemple, tu as un chiffre comme ça? Alors, une personne elle peut en importer jusqu'à 3. 3 par jour. 3. Ok, mais en donc vêtements, trois en vêtements, quali. beaucoup plus. Et en vêtements? En vêtements, ça peut monter à 15-20. 15-20 par jour, une personne. C'est de la photo. Intéressant. C'est de la photo, c'est pas. Ouais, c'est un Les vêtement. vêtements, c'est les mêmes templates. Ouais, Ok. c'est pas. Ouais, Intéressant. un vêtement, c'est beaucoup plus simple. En fait, si tu trouves les bons vêtements à vendre, c'est pour ça que son info de filer les photos, je pense que les gens ne se rendent pas compte dans le podcast, mais ouais, c'est une info. C'est une sacrée. Peut-être on va couper. Je m'en fous, maintenant je suis au courant, tu peux la couper. Mais non, c'est une sacrée info. Au moins directement, ce soir, je vais regarder. Même son info TikTok Ads. Mais par exemple, TikTok Ads, si je suis vraiment malin, je vais le contacter après, dire voilà, est-ce qu'on peut lancer un truc ensemble et que tu prennes un pourcentage. Pareil sur le Facebook, faudra en discuter après d'ailleurs. Parce qu'au final, moi, l'apprendre, c'est encore perdre du temps pour lancer un produit, c'est perdre du temps avec Igral. Donc moi, si je peux avoir quelqu'un qui peut s'en occuper tout en étant économiquement viable, c'est plus intéressant pour moi, à C'est l'heure clair. actuelle. C'est clair. Là, sur chaque podcast, à la fin, on prend un moment où c'est qu'on donne un mini process, quelque chose de très valuable. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu pourrais partager? Genre un mini process qui rapporte beaucoup, qui pourrait rapporter beaucoup à celui qui le regarde maintenant? Ouais, ça a changé mon business. L'emailing, les gens font très peu d'A/B tests dans leur emailing. Alors moi, j'utilise Klaviyo pour ce qui est le flow abandon cart. Il ne faut pas hésiter à faire de l'A/B testing. Prenez ChatGPT, vous prenez votre email 1 qui fonctionne, vous lui demandez de générer 5 titres différents. Parce que les gens ont beaucoup tendance à, quand ils font de l'A/B test, ils changent le titre et le corps du message en même temps. Mais en fait, c'est pas bon. Parce que faut d'abord changer le titre. Si ton objet de message il convertit mieux, après, tu changes l'objet et après tu gardes le même objet, tu fais 2 emails différents et tu changes le corps du message. Moi, je prendrais mon objet qui fonctionne, je le mets dans ChatGPT, donne-moi en 3 ou 4 différents, 5 différents. Tu gardes le même email, tu fais tac, tac, 5, 5, 5. Tu l'envoies à ChatGPT. Tu l'envoies, tu laisses ton A/B testing se faire pendant, en fonction de ton volume, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein, même 1 mois. Hein. Parfois, j'ai des emails, ça met 1 mois avant que Klaviyo me dise voilà, c'est cet email-là. Et une fois que tu l'as, là, tu rechanges ton corps de message, tu fais 3-4 versions en ChatGPT, tu prends celui qui est gagné, tu le laisses encore et basta. Ça, du jour au lendemain, tu peux le faire. Ça va te prendre peut-être 10 minutes et tu peux avoir des résultats qui vont être géniaux
alors que c'était rapide, quoi. Et est-ce que SMS, tu es dessus? Ok. Alors là encore, Là, tu as B-test aussi? j'ai pas le temps. T'as pas... Mais je dois le faire, c'est dans ma to-do list. Je travaille avec Yotpo et SMS Bump. Ouais. Ça marche très bien. Et là, au Black Friday, tu vas faire des push? Non. Même pas? Ok. Non. Alors, Parce que c'est trop cher? c'est très cher. C'est très cher. Alors, au UK, je m'en fous, ça coûte pas cher. Aux États-Unis, si j'avais un store, ça coûterait pas cher. Mais là, SMS Bump, t'es quand même à quasiment à 10 cents de mémoire en France. Lancer une grosse campagne, c'est délicat. Par contre, un truc que je travaille pas assez, c'est que je fais qu'un SMS abandon alors que je devrais faire 2 ou 3. Ça, par contre, pour le Black Friday, ça, j'aurais le encore c'est un petit tip si tu peux travailler dessus. Et faire le flow des gens qui ont acheté et de leur proposer une promo en plus pour qu'ils rachètent une deuxième fois. Je dois le faire. C'est le temps. Mais est-ce que justement, parce que je pense qu'il y a des agences qui couvrent justement toutes les petites tâches où c'est que tu n'as pas le temps, même si elles ne sont pas autant bien faites que toi, si c'est toi qui le fais, bah, elles sont extrêmement bien faites. Pourquoi t'as pas une personne qui est là pour... Alors, je vais te dire pourquoi. Quand tu me fais un flow Klaviyo qui est terminé, il est fixe. Je veux dire, il tourne tout seul. Pourquoi je donnerais un pourcentage de mon emailing à quelqu'un alors que quand je sais que j'ai la formule, ça peut tourner pendant des années? Je suis totalement d'accord. Les pubs Google, les pubs Facebook et TikTok, c'est différent. Je te donne un produit, j'aimerais que tu le scales. Même si scale moins, est-ce que tu peux tenir? Moi, je vais t'en donner d'autres. C'est différent. Tu dois créer les axes marketing, tu dois créer les créas, il y a un travail qui est quand même assez massif derrière. Pareil pour le TikTok. Si je te demande de gérer, par exemple, mes boutiques de vêtements, je vais te dire, voilà, c'est mes winners, est-ce que tu peux t'en occuper? Il y a toujours un travail de redondance qui est derrière. Donc voilà. Donc moi, pour de l'emailing, je trouve que ça ne vaut pas la peine. SMS, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Des canaux d'acquisition, ça, c'est différent. Juste une question par rapport aux emails. Tu parles en personnel? C'est-à-dire, c'est la boutique ou c'est Sarah de la boutique? Sarah de la boutique. Ok. C'est un truc super intéressant. Pour créer un contact humain avec ton client. Et vous le faites en upsell aussi? Alors, tu vas rire. Je fais pas vraiment d'upsell aux produits parce que j'ai trop de produits. Ce que je fais, c'est que je fais des emails de remerciement avec un code de réduction dedans et je lui mets les produits parce que c'est ça que j'aime bien avec Klaviyo, en affinité avec ce qu'il a acheté automatiquement. C'est ça que j'aime bien avec Klaviyo. Ok. Klaviyo le fait, ouais. Parce que justement, nous, on a mis en place récemment des tests, c'est qu'on met du personnel dans les upsells et les résultats ont été atomisants. C'est-à-dire que si on a une boutique de santé, on va mettre un docteur. Salut, c'est le docteur tel et tel. Merci d'avoir acheté ce produit. Bah, je ne doute pas que ton produit va résoudre les problèmes qu'il a achetés. Mais sache que on a remarqué que, par exemple, beaucoup de gens rachetaient un produit supplémentaire pour telle et telle raison. Donc là, je te propose un deal, ce genre de truc. Et on l'applique sous les autres boutiques de la même manière. Et en fait, ça a marché partout. C'est-à-dire, mais tu dois être niché, non? Niché, mais même en vêtements, ça marche. En vêtements, voilà, tel et tel. C'est juste mettre une personne derrière, pas la boutique qui veut te revendre en plus, mais une personne. Tu vois, qui comprend, qui lui parle. Moi, si t'es chaud, enfin, je suis encore désolé dans le podcast, on peut échanger nos templates. Hein. Non. Moi, je le mets même ici dans le podcast. Hein. Non, échanger nos templates. Ça marche, par exemple. Le type, excuse-moi d'avoir coupé, ça, c'est un truc que je fonctionne énormément. C'est quand je parle avec des gens qui ont leur business, peu importe le bénéfice, on échange nos templates. Parce que ça, c'est un tip rapide. Tu me donnes ce qui te marche chez toi et moi, je te donne ce qui marche chez moi. Donc, tu peux pas faire mieux, tu vois. Et là, tu peux lancer, quoi. Ça, c'est... Ouais. Est-ce que ça marche en généraliste, ce que tu viens de dire? En fait, je pense que ça marche partout parce que les gens n'ont pas envie d'être vendus, mais ils ont envie de créer un lien. Puis quand la personne derrière dit « Ok, voilà, c'est Sarah », tu vas dire « Ok, c'est Sarah », et qu'elle te parle selon ce que tu veux, ce que tu avais besoin, et qu'elle te dit un truc logique, elle te dit pas « Je veux te revendre pour te revendre », mais elle te dit « Écoute, nous, ça nous coûte moins cher, on met tout dans le même paquet ». Et toi, bah, ça t'évite de recommander plus tard parce que 90% des gens recommandent plus tard. Okay, par contre, en vêtements, c'est pas bête ce qu'il fait. Parce qu'en Klaviyo, par exemple, tu sais mettre un produit recommandé par rapport à ce qu'il a aimé. Si par exemple, tu lui fais un email upsell, c'est une idée, c'est un truc qui vient de me passer. Et voilà, salut, c'est Sophie, merci pour ton achat, j'ai vraiment kiffé. Au niveau du texte, accroche, il faut retravailler. Tu dis, bah voilà, par contre, vu que tu as aimé ça, moi qui suis fan de mode, je te conseille aussi ce produit-là, sans le mentionner le nom, mais tu mets le tag Klaviyo qui montre le produit en affinité avec ce qu'il a acheté. Ça deviendrait un upsell intemporel parce que ça irait en fonction par du produit. Tu peux mettre aussi. En mode personal shopper. En mode personal shopper. Ah ouais, intéressant. En personal shopper parce que ce serait un produit en rapport avec ce qu'il a acheté. Parce que là, tu pourrais le faire en généraliste. Si par exemple, il a acheté, je sais pas moi, un anti-moustique, une raquette anti-moustique. Et après, je dis, bah voilà, tu as acheté ça, ça a cartonné. Sache que ce produit-là aussi, ça cartonne en rapport avec celui que tu as acheté. Parce que c'est vraiment ce que je te conseille. Il faut travailler le texte. Hein.
et que le produit, il est en raffinité avec ce qu'il a acheté, et que par exemple, que sur la raquette, ce soit un anti-moustique UV, ben là, ça tient. Même en généraliste, ça tient. Mais il faut trouver un texte qui soit un peu plus généraliste, Ouais, faut adapter. tout en ne mentionnant pas le nom, Ouais. mais qui lui serait mentionné dans le tag Klaviyo personnalisé. Ouais. Ça, je pense, ça peut marcher. Ok. Bon, on va Intéressant. rigoler, Ouais, c'est c'est- on va non, mais rigoler, c'est- c'est template, c'est bon. Ça, c'est un tips fort. Mais ça, j'ai réinventé. Hein. Ça, c'est ce qu'ils font les gros affiliés. Toi, tu m'avais partagé aussi un template d'upsell. Puis au final, quand tu t'analyses un peu la psychologie derrière, c'est ça. Ça marcherait. Mm. Mais ça, je suis chaud. Ça, Ouais. je suis Ouais, avec chaud. plaisir, Honnêtement, je suis chaud pour partage. échanger nos emails avec ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment les petits tips que je peux donner. Ah, merci, hein, c'était lourd. Voilà. C'est Vraiment, génial, ouais. Avec Voilà, merci à vous. toutes les petites choses croustillantes qu'on a eues là, c'est. Bah, apparemment. On arrive à la fin de l'épisode 2 de Master. Merci beaucoup, Gabriel, pour ton temps et toutes les pépites que tu as partagées. C'était vraiment full value. N'hésitez pas à le follow sur Instagram. Tu as d'autres réseaux où tu veux... Oh, surtout Insta, Gabriel DXB. Donc, Top. voilà. Un truc important, c'est qu'on va pas vous demander de mettre des commentaires, on va pas vous demander de mettre j'aime comme ils font tout le monde. Mais si vous avez des trucs qui pourraient aider le podcast, s'il y a des trucs que vous voulez voir, vous voulez moins voir, qui pourraient être intéressants, mettez-le en commentaire et on les regardera attentivement. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.